Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Voici les radios pirates news avec Jeff. Ouais, édition du vendredi qui est un peu plus express. C'est le week-end quand même. Et disponible pour tout le monde vendredi pour les membres de Radio Pirate et également les Pirates Cheap. Vous êtes salués. Profitez de la journée. Week-end assez ordinaire, donc on parle de 40-50 mm de pluie au cours du week-end, dépendamment où vous êtes ce week-end, mais beaucoup de pluie, oui, pour à peu près tout le monde. Donc, belle journée aujourd'hui, profitez-en. Est-ce que vous avez aimé votre journée du jeudi? On a lancé le week-end hier avec l'aubergiste, donc vous avez sans doute pris un petit steak, nous autres, une petite pizza maison. Petite pizza maison avec l'excellente pâte Boomerang, donc vraiment une pizza maison extraordinaire. Merci, MC. Merci, et bien sûr que j'ai écouté, peut-être qu'on n'était pas nombreux, mais parce qu'il y a beaucoup de hockey, mais j'ai écouté hier le repêchage, comme je fais à chaque année, de la NFL, toujours une soirée fantastique. On était à Green Bay pour l'événement hier, donc bel événement de la NFL, à part le fait qu'ils font une genre de hymne national pour les Noirs, là. Toujours un peu bizarre cette affaire-là. Mais premier choix, donc, Cam Ward, le carrière de U, donc l'Université de Miami. Premier choix de Tennessee. En soirée, hier, on a eu une victoire des Panthers très tôt. Par après, je pense qu'on a eu victoire de Toronto qui mène Ottawa 3-0 dans la série. On a eu une victoire également, si je ne me trompe pas, des Golden Knights. Non, pas des Golden Knights, du Wild contre les Golden Knights. Et on a eu une victoire des Blues contre les Jets 7-2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vendredi, Winnipeg mène 2-1 la série contre Saint-Louis. Prochain match à Saint-Louis encore. Dallas mène la série 2-1 contre Colorado. Toronto mène 3-0 la série. Les carottes sont pas mal cuites pour les sénateurs de notre chum Dennis the Beautiful. Et Floride plutôt mène Tampa Bay 2-0. Donc, on s'en va vers Tampa Bay demain, je pense. Ensuite de ça, Minnesota qui mène 2-1 contre les Golden Knights et les Kings. C'est 2-0. Ce soir, Canadien-Washington. Le Canadien va essayer au moins d'en gagner une. On est dans l'apprentissage. Très bon. Je vous dirais qu'on a eu un très bon vestiaire hier. Si jamais vous aimez les podcasts, puis vous êtes c'est très intemporel. Là. Donc, si vous voulez entendre parler de cette série-là, excellent podcast avec Éric Lesage, donc notre chum Les de chez Matériaux Odette et également notre chum Max de danslescoulisses.com. Bien sûr que Jerry est avec nous autres là-dedans. Donc, si vous voulez avoir un petit vestiaire sympathique, où on fait le tour de cette série-là jusqu'à maintenant, bien, c'est encore très actuel. Caroline 2-0 contre le New Jersey, la série que personne ne se soucie vraiment, on dirait. Bon. Oui, qu'est-ce qui s'en vient? Pour les membres, bien sûr, c'est Freestyle Friday avec Carlos de Punisher et on a même un UFO News pour vous autres. Pour tout le monde, on a ce qu'on fait présentement, on a une boîte avec Jerry et on a également Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal qui nous parle de quelque chose qui ont sorti hier, qui est complètement incroyable et qui a un peu un lien avec ce que je veux vous parler au départ. C'est de voir maintenant qu'il y a une genre de constatation généralisée comme de quoi que l'État coûte très cher et que peut-être qu'on se fait fourrer dans plusieurs dossiers. Quelque chose qu'on vous dit depuis toujours. Donc, finalement, pour des podcasts de marde, des patentes communautaires, des patentes de sous-sol, petit Chris, etc., c'est de loser. On est quand même pas si mal. Parce que c'est des choses qu'on vous parle depuis des années et des années, que les contribuables se font complètement arnaquer. On est dans un big scam. C'est scam huge, gros de même. Vous ne pouvez pas manquer ça. C'est un orignal dans la chambre de bain. C'est impossible à manquer. Mais beaucoup de monde lève les yeux et continue de fonctionner comme si tout est parfait. Donc, là, on se rend compte que ça coûte vraiment cher. Mario Dumont, ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a également, je pense, je vais juste vérifier sur les notes que j'ai prises, là, mais je pense que Michel Girard également fait un constat. La section économique du Journal de Montréal, je le dis souvent, la section économique du Journal de Montréal n'est pas la pire. C'est tout le reste. De voir le réveil de Mario Dumont là, ça me laisse un peu perplexe. C'est quelque chose qui est encouragé par cette gang-là, il faut le dire. C'est quelque chose que les gens de Québécois appuient. C'est leur système. C'est leur machine. C'est leur modèle. Et là, tout d'un coup, on nous fait croire que ça les détonne un peu. Ils sont comme étonnés un peu de voir que ça coûte cher de même. Alors qu'on vous le dit depuis toujours. Juste dans les derniers jours, on a su que
Finalement, le tunnel Hippolyte-Lafontaine va coûter aux alentours de 3 milliards à arranger. On est rendu, 275 millions de plus que prévu. Nouvelle que je vous avais donnée il y a plusieurs mois, suite à une news d'un pirate qui est sur le chantier, du béton qui sèche trop vite, qui coule, des dalles qui ont été importées de l'Italie qui ne fitaient pas, etc., etc. Donc, des affaires tout croche à la sauce québécoise, avec très peu de gens qui sont capables de faire ce genre de projet-là. EBC, pas Merlot et pas grand monde à part ça. Donc, genre de monopole qui permettent à ces gens-là d'avoir un paquet de sous-traitants probablement où tout le monde se prend une cote de 10, 15, 20, peut-être même 30 % avant d'effectuer les travaux. Donc, le général reçoit le contrat, donne à des bureaux, d'autres bureaux d'ingénierie, qu'eux autres s'en vont vers leurs fournisseurs, leurs patents, les gens qui leur donnent les services. Donc, il y en a un autre qui donne des services à l'autre, etc. Donc, finalement, le contrat du général s'en va, mais pour arriver avec les gars sur le terrain, il y a 6 compagnies qui ont pris, juste pour une affaire, 6 compagnies probablement qui ont pris une cote avant qu'il se lève un seul madrier, un seul morceau de béton coulé. Pas grand-chose qui est arrivé, mais plein de gens se sont... on l'a vu cette semaine. Le premier ministre a dit lui-même que juste pour préparer les plans de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour rénover Maisonneuve-Rosemont qui est en décrépitude, juste de préparer le chantier, puis ils sont même pas sûrs de le faire, là, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour le faire, juste ça, c'est 40 millions de dollars. 40 millions de dollars pour faire la job. Il n'y a rien de commencé, là. Il n'y a pas un chantier d'ouvert. Juste pour préparer les plans et devis et comment on va le faire, on est à 40 millions de dollars. La mairesse de Longueuil, on a parlé de la mairesse de Longueuil. La mairesse de Longueuil a soulevé le fait que ça coûtait 1 million changer une lumière, que son usine d'épuration devait coûter l'affaire comme 300 millions de dollars et finalement a coûté 1 milliard 300 millions. C'est arnaque par-dessus arnaque. Mais on vous le dit depuis toujours, on donne des exemples à tout bout de champ. Quand on a sorti les histoires du pont du troisième lien, les montants qui étaient soulevés étaient complètement ridicules. On vous arrivait avec des ponts qui étaient faits pas seulement en Chine, mais dans des pays où ça coûte cher, dont entre autres les États-Unis, des pays riches, des pays où ce que les travailleurs coûtent de l'argent, pas des travailleurs qui sont des esclaves. Donc, on vous a montré tout ça et personne ne réagit. Donc, on va faire le pont à 2,7 milliards, un pont fait dans pas d'eau, qui est gros comme rien, large comme rien, juste 2 voies, pas très long, à peine, même pas 1,5 km, et le pont va coûter 2,7 milliards. Ça, c'est le pont de l'île d'Orléans. Le troisième lien, on avait un projet de quoi? 10 milliards, 11 milliards, appuyé sur à peu près rien, parce qu'aucun document nous montrait qu'il y avait eu une estimation des coûts, mais on sait comment ça coûte cher au Québec. Donc, à chaque fois qu'on vous arrive... Et moi, je vous ai donné un exemple il y a quelque temps. Je vous ai dit, je vois une école en construction à côté de chez nous en Floride, OK? Et j'en ai une ici en construction dans ma ville. Et les deux sont construites en même temps. Et on est dans 2 places où, il y a plus de revenus. Les gens font plus de revenus en Floride qu'au Québec. Les gens sont plus riches en Floride qu'au Québec. Et malgré ça, pour une école, ça c'est l'exemple, suivez-moi, une école de 1200 étudiants, OK, pour la région de Québec, école secondaire, 1200 étudiants, on parle de 280 millions de dollars. Et une école qui est un petit peu mieux finie, vous savez, l'extérieur, les terrains de football, la patente pour les autobus, les trottoirs, les palmiers posés. Tu sais, il y a un souci du détail qu'on n'a pas nécessairement. Puis surtout qu'après, une fois même si on a fait une plate-bande qui a de l'allure, on la laisse aller, puis le chien dent pogne dedans. Le souci du détail, malgré le souci du détail, eh bien, l'école, l'autre, au lieu d'être 1200 étudiants, est à 2000 étudiants. Avec des méga installations sportives, parce que ça fait partie de la culture américaine d'avoir dans les high schools beaucoup d'équipements sportifs, parce que vous savez que ça fait partie de toutes leurs patentes, le football, le basket, le ci, le ça. Et malgré ça, l'école va coûter 80 millions de dollars. Donc, tu as 280 millions de dollars pour 1200 étudiants au Québec. Et 80... Ouais, mais il n'y a pas de... Arrêtez ça. Il y a des codes... Il y a des codes qui sont liés aux ouragans, il y a des codes qui sont liés au flood, il y a des codes il y a plein d'affaires
qui sont complètement différents de nous, mais qui sont aussi problématiques que nous. Arrêtez de toujours vouloir défendre le système. C'est de la crosse. L'école devrait coûter en bas de 100 millions de dollars. Vous avez 800 étudiants de moins. L'école va coûter 200 millions de plus quasiment. C'est complètement crazy. Et c'est ça à la grandeur de la place. Une route, une bâtisse, des toilettes dans un parc, etc., etc. On se fait fourrer. Mais le plus drôle, c'est de voir que la gang de Mario Dumont, la gang de Québécois qui appuie toute cette affaire-là, eh bien, viennent de se rendre compte de ça, tout bonnement de même. Ah, qu'est-ce qui se passe, coudon? Est-ce qu'on en a pour notre argent? Mais non, on n'en a pas pour notre argent. Et on n'arrête pas de vous le dire. C'est la raison pourquoi ils viennent nous en chercher autant. C'est parce qu'il y a un système de crosse. Beaucoup de gens riches, là. Il y a beaucoup de gens riches dans notre société et qui sont riches par les gouvernements. Beaucoup de gens dans la construction sont extrêmement riches parce qu'ils nous volent. C'est de la fraude. Est-ce qu'il y a des kickbacks à des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a des kickbacks à des politiciens? Ça, je ne peux pas vous le dire. On a essayé de faire une genre d'enquête à l'époque. On a trouvé quelques affaires. Est-ce que c'est recommencé, cette affaire-là? Probablement que ça l'est. Probablement que ça l'est. Moi, je pense que c'est frauduleux à la grandeur. Je pense qu'on se fait... Je pense que c'est la plus grande mafia québécoise, elle n'est pas italienne. La plus grande mafia québécoise, le plus grand crime organisé, c'est pas les Hells Angels, c'est pas la mafia, c'est pas les gangs de rue. Les plus grands criminels de notre société travaillent pour l'État. C'est eux qui nous vendent. Et nous autres, on est là, puis on dit pas un mot. On dit pas un mot. On embarque dans patente, on vote. On vote pour à peu près le même genre de politiciens over and over. Donc, eux autres, ils se disent, ben écoute, ils ont l'air à nous récompenser. Pourquoi on arrêterait? On va continuer. Et plus ils continuent, plus ils grossissent, plus ils nous crossent, plus ils détournent l'argent, plus ils sont en train de s'enrichir. Regarde, c'est complètement dégueulasse. Et par après, ben, ils se mettent dans le trou. Ils nous mettent en dette. Ils grossissent le déficit à chaque année. On est rendu à quoi? 12, 13 millions. Pas grave. On est décoté. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Go. Allez, Canadiens, go. Pas grave. Là, on est OK, là, enfin. Hein? Pas bien grave. Donc, drôle de réveil. Très, 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 très drôle de réveil. L'autre sujet du jour, ben, c'est un sujet qui traîne depuis à peu près, je dirais, presque 48 heures maintenant. Donc, comment les Québécois peureux de Trump vont réagir en passant à cette nouvelle-là, comme de quoi que finalement, Carney s'est fait boulier pas mal par Trump et qu'il nous a menti au lendemain de ce téléphone-là. Il a utilisé ce téléphone-là pour se montrer comme étant le genre de leader qui sait comment parler à Trump, aidé un peu par le tweet de Trump, il faut le dire, là. Mais finalement, c'est pas du tout comme ça que ça s'était passé. Il y a des gens qui ont eu de l'info. Et je pense qu'on va décortiquer le travail d'une journaliste de Radio-Canada. Puis, regarde, je ne suis pas le plus grand fan de Radio-Canada, mais quand il y a quelque chose de bien qui se fait, peu importe qui le fait, il faut le dire. Ça, c'était une très bonne job. Écoutons un peu en détail qu'est-ce qui est arrivé de cette histoire-là avec Mark Carney et le téléphone. Puis je vous dirai ce que j'en pense après. J'ai parlé à des sources très haut placées pour essayer de comprendre comment l'idée de faire du Canada le 51e État américain est passée de la simple blague à une menace sérieuse. Et je ne m'attendais pas à avoir les réponses que j'ai eues. Canada would be great as our cherished 51st state. On pensait tous que c'est pendant le fameux souper à Mar-a-Lago en Floride que Donald Trump a proposé pour la première fois à Justin Trudeau que le Canada devienne le 51e État. Pendant le souper de 3 heures, le président était assis à la gauche du premier ministre, qui était aussi accompagné d'une délégation canadienne, dont son ami et ministre Dominique Leblanc. C'était juste après que Donald Trump, qui venait d'être élu, menace d'imposer des tarifs au Canada. Mais ce que j'ai appris, c'est que le président avait déjà fait allusion au 51e État à Justin Trudeau pendant son premier mandat, entre 2017 et 2020. Je ne peux pas donner de détails sur ce qui s'est dit ou dans quel contexte, parce que ça permettrait d'identifier mes sources. Mais ce que je peux dire, c'est que ça s'est passé dans des conversations privées. Et il a fait ces allusions-là sur le 51e État à plusieurs reprises. Mais à l'époque, ça n'a jamais été perçu comme une menace. Si on revient à Mar-a-Lago en novembre, quand Justin Trudeau a quitté la résidence de Donald Trump, il a dit qu'il y avait eu une excellente conversation avec le président désigné.
Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que pendant le souper, quand il a parlé des tarifs au président et de l'impact majeur que ça aurait pour le Canada, Donald Trump a accusé le Canada d'être responsable d'un déficit commercial pour les États-Unis et de ne pas être en mesure d'assurer sa défense militaire. Et là, devant tout le monde à table, le président dit quelque chose comme « pourquoi est-ce que le Canada ne deviendrait pas le 51e État? Comme ça, tout ça serait réglé. » Sur le coup, tout le monde rit. Les Canadiens étaient convaincus que c'était une blague et sont rentrés à la maison avec le sourire. Quelques jours après le souper à Mar-a-Lago, Fox News diffuse les grandes lignes de ces discussions sur le 51e État qui, jusque-là, étaient restées secrètes. Well, Trump said, maybe Canada should become the 51st state. À partir de là, les choses ont déboulé. Le ministre Leblanc a eu beau dire que c'était pas sérieux. C'est sûr qu'il y avait des moments de blague. Les déclarations du président Trump se sont succédées sur les réseaux sociaux. Il a qualifié Justin Trudeau de gouverneur du grand État du Canada. Il a même affirmé que bien des Canadiens étaient favorables à l'annexion de leur pays aux États-Unis. Arrive le 1er février. Les États-Unis confirment que des tarifs de 25 % vont être imposés sur certains produits en provenance du Canada. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe pas mal dans les informations qu'on avait. C'est plus dans les prochaines secondes qu'on va voir des choses qu'on savait plus ou moins. Entre autres, qu'il y a eu 2 téléphones. C'est ce qu'elle va nous raconter, qu'il y a eu 2 téléphones dans la journée. Le deuxième a été plus long, une quarantaine de minutes. Puis que par après, on a commencé à utiliser des genres de documents qui n'étaient pas nécessairement des documents officiels et qui finalement enlevaient la frontière et que quasiment automatiquement le Canada devenait un territoire américain. Donc, mais jusqu'à maintenant, ça s'est passé pas mal comme l'information qu'on avait. Le seul bout peut-être qu'on ne savait pas, c'est que la délégation canadienne était crampée de rire, trouvait ça très drôle, puis ils sont partis de là, puis ils pensaient que c'était une joke, et que finalement, c'était 0,00 une joke. Donc ça, c'est un... Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de Carney en passant, là. Mais c'est juste de rebâtir cette saga-là pour voir exactement, parce que ça l'a amené la fin de Justin Trudeau et ça l'a amené l'arrivée de Carney. Et Carney, c'est comme jouer au genre de sauveur, au genre de super-héros qui, lui, était capable de mater Donald Trump. Mais je pense qu'en écoutant cette histoire-là, on voit que le personnage est complètement wild. Donc, lui, il n'y a aucune limite. Il se sent très puissant, et il l'est, parce qu'il est le président de la plus grande puissance au monde. Mais vous allez voir en écoutant ça, mon feeling, c'est que je vais utiliser des mots que le premier ministre du Québec aime, les carottes. Donc, je pense que les carottes sont cuites. je pense qu'on a plus un gars qui est sérieux qu'un gars qui fait des jokes. Faites partie de l'invasion. JeffFilion.com. Jeff Filion. En écoutant ça, mon feeling, c'est que je vais utiliser des mots que le premier ministre du Québec aime, les carottes. Donc, je pense que les carottes sont cuites. je pense qu'on a plus un gars qui est sérieux qu'un gars qui fait des jokes. Justin Trudeau annonce que le Canada va riposter. La guerre commerciale est déclenchée. Cette décision met en péril une relation économique historique. Les 2 dirigeants s'appellent 2 jours plus tard, le 3 février. Ils vont se parler à 2 reprises cette journée-là. Normalement, des appels comme ça, c'est ultra confidentiel. Mais j'ai parlé à des témoins directs qui m'ont rapporté le contenu de ces conversations. Le premier appel est bref. Le deuxième, en après-midi, dure une quarantaine de minutes. Quand Justin Trudeau demande comment régler l'enjeu des tarifs, le président le prend de court. Il lui demande s'il connaît l'existence d'un obscur traité de 1908 qui lie les 2 pays. Dans le bureau du premier ministre, tout le monde est perplexe. On se met à googler frénétiquement. Et le président dit, c'est intéressant parce que sans ce traité-là, il n'y en a pas de frontières. Mais ça ne s'arrête pas là. Le même jour, Howard Lutnick, le fidèle secrétaire au commerce du président, en rajoute une couche en coulisses. Il contacte le ministre Dominique Leblanc et il lui nomme des traités qui lient le Canada et les États-Unis. Il mentionne le traité des Five Eyes qui concerne le partage d'informations classifiées. Il parle aussi de la Commission mixte internationale
qui est responsable d'un traité qui concerne la gestion commune des Grands Lacs et du fleuve Columbia. Il mentionne également l'OTAN et le NORAD, qui s'occupent de la surveillance de l'espace aérien nord-américain. Et il dit que tous ces traités s'annulent facilement grâce à la seule signature du président. Là, c'est l'alerte générale. Pour la première fois, le président et sa garde rapprochée ont mis en mots les moyens qu'ils pourraient utiliser pour s'attaquer à la souveraineté territoriale du Canada. Finalement, ce jour-là, l'administration Trump va accorder un sursis d'1 mois pour les tarifs. Mais la guerre commerciale va reprendre 1 mois plus tard. Justin Trudeau convoque une conférence de presse et cette fois-là, le ton est très différent. This is a very dumb thing to do. D'après ce que j'ai appris, Donald Trump était insulté d'entendre ça. Le lendemain, lui et Justin Trudeau vont se parler. Jusque-là, les conversations entre les deux chefs d'État étaient assez cordiales. Ils s'appelaient par leur prénom, ils prenaient des nouvelles de leurs familles respectives, mais ce jour-là, c'est pas ce qui s'est passé. Pendant de longues minutes, le président s'emporte sur le déficit commercial avec le Canada. C'est impossible de l'interrompre. Et le président quitte la conversation abruptement. C'est la dernière fois qu'ils se sont parlé. Justin Trudeau a quitté la vie politique dans les jours qui ont suivi. Merci, mes amis. Merci. Wow, quand même bon. Très bon job. Très bon job. Quoi penser de ça? Quoi penser de ça? Ben, quoi penser de ça, c'est que il en a parlé encore mercredi, d'ailleurs. Moi, je pense que l'histoire du 51e État n'est pas terminée. Et je nous regarde aller, puis je regarde qui on pense qui va nous sauver de Donald Trump et des États-Unis et de toutes les menaces qu'on a sur notre... moi, je ne veux pas notre souveraineté. Là. Notre souveraineté, c'est plus ou moins... Mais c'est notre vitalité économique, c'est notre futur économique, où on sait qu'on est piégé, on est esclave de nos voisins, on est carrément pris pour être avec eux. Parce que s'il y a une coupure, c'est terminé. On va ressembler dans un pays de l'Amérique du Sud. On va devenir un pays très, très pauvre. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais de ce que je comprends là-dedans, c'est que c'est moins une joke que je pense que les gens le disent. Il y a des gens qui ont comme des calmons le monde, votez pas pour Carney, il n'y en aura pas de 51e État, il n'y en aurait pas. Je ne vous dis pas qu'il va en avoir un. Je vous dis juste que le président américain le veut pas mal plus qu'on pourrait le penser. Pour un paquet de raisons, j'imagine, qu'on a déjà toutes nommées. L'accès au nord, la protection du territoire nord-américain, avoir le contrôle sur la frontière, avoir le contrôle sur certaines ressources naturelles, parce que le gouvernement canadien est devenu, à leurs yeux, un gouvernement qui est un gouvernement anti-économie, anti-ressources, un gouvernement qui est devenu de plus en plus un gouvernement qui est un gouvernement ennemi des États-Unis d'Amérique et de plus en plus un genre de gouvernement socialisme et qui penche de plus en plus vers le communisme. Et ce genre de patente-là, donc, ça commence à déplaire aux voisins. Et j'ai l'impression que l'histoire du 51e État est loin d'être terminée et qu'on va en entendre parler après l'élection. Je pense que Trump a été assez fair pour ne plus embarquer trop dans l'histoire tout le long qu'il y a une élection au Canada pour que les Canadiens décident qui va être le premier ministre qui va lui parler. Mais j'ai comme l'impression que c'est loin d'être terminé. Loin d'être terminé. Si toute cette information-là qui est donnée est vraie, on arrive à Mark Carney, OK? On arrive à Mark Carney qui a dû se débattre pas mal au cours des dernières heures sur l'histoire. Est-ce qu'il a eu une discussion avec Trump où Trump a parlé du 51e État? Il nous avait dit que non. Finalement, on apprend que oui. On apprend que oui. Finalement, il y a eu cette discussion-là. Il y a eu des moments où il a parlé du 51e État et Mark Carney nous en a pas parlé. Mark Carney, c'est au contraire. Il nous a dit non, il n'a pas soulevé rien, il n'a pas fait ça. Ben d'ailleurs, on a le bout de de ce moment-là qui est arrivé juste aux quelques minutes ou quelques heures après le téléphone, où Mark Carney nous dit non, il n'y a rien eu de ça. Là. You've said that you wouldn't sit down with Mr. Trump and talk to him unless he respects Canada's sovereignty. Did you convey that to the president today? And if so, what did he say? The president respected Canada's sovereignty today, both in his private and public comments.
Monsieur le Président a respecté la souveraineté de notre pays dans la conversation privée et dans ses commentaires publics. Donc, c'est ce qu'il nous a dit. Et finalement, il a été questionné au cours de la journée d'hier pour savoir, écoutez, là, c'est quoi que finalement qui s'est passé avec le président? Parce que là, on a de l'info comme de quoi qu'il a soulevé qu'il voulait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique. Et là, pour le gars qui est le genre de super-héros, parce que ce qui se passe là, c'est peut-être un point tournant. Je sais qu'il y a déjà 7,3 millions de votes dans les boîtes. Je déteste le vote par anticipation pour ça, surtout pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est le genre, parce que souvent, il arrive un genre de dérapage dans la dernière semaine, mais malheureusement, ces votes-là sont là. Mais est-ce que ce qu'on est en train de jaser là risque d'être assez gros pour les Québécois, entre autres, de retourner vers le Bloc québécois et d'arrêter leur folie de vouloir à tout prix avoir un gars qui n'est pas ce qu'il pense? C'est-à-dire le gars qui va se tenir et qui va négocier fort contre Donald Trump. Moi, j'ai pas l'impression que Mark Carney est zéro de classe. Il n'est pas du tout dans la même catégorie. Incapable de négocier avec ça. Écoutez, là, vous allez faire un bully, vous allez faire un intimidateur, vous allez faire un gros bonhomme qui arrive. Là, l'autre, genre de petit bonhomme un peu pas sûr de lui, qui ni en anglais ni en français est très, très, très alpha. C'est un combat que, je veux dire, c'est un genre de midget contre un gars de la NHL. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et regardez juste comment il répond aux journalistes, alors qu'il n'est pas en train de dealer avec Donald Trump, il est en train de dealer avec des simples journalistes qui sont habituellement tous des épais, des épaisses. Et même là, il est comme fourré. Là. Hi, Mr. Carney, Mackenzie Gray with Global News. I think you've ducked Ashley and Laurence's question, so I just give you one opportunity again. Yes or no, did Mr. Trump bring up the 51st state in his call with you? I said that he did. I said that he did. But the president, to be clear, il a soulevé. C'est correct. Mais il a soulevé beaucoup d'enjeux. Mais la discussion au sein, c'est une discussion de pays souverains. Je ne comprends absolument rien ce qu'il dit, là. Regarde, il va revenir à l'anglais, mais tu vois qu'il est complètement paniqué, là, suite à une question très, très simple d'un journaliste qui n'a pas la stature de Donald Trump, un gars que d'habituellement tu peux endormir assez vite, mais là, le gars est complètement perdu dans ses histoires, complètement perdu dans ses mensonges. Et vous pensez sérieusement que Mark Carney est le gars assez solide pour aller négocier avec Donald Trump qui a en tête que le Canada devienne un État américain? OK, arrêtons de penser que c'est pas ce qu'il a en tête. Et si on continue à agir comme on agit, j'ai vu qu'est-ce qu'on fait là. J'ai parlé avec des gens qui vivent les tarifs canadiens qu'on s'est imposés nous autres mêmes. Je regarde le coût de la vie au Canada en ce moment. Je viens d'arriver, je rentre dans les magasins, je vois le prix des choses. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est insoutenable à moyen terme. Insoutenable à moyen terme, je vous le dis. Là. Insoutenable. On va béguer pour qu'ils nous prennent si ça continue comme ça. Donc, est-ce qu'on est certain que Mark Carney est le gars, est-ce qu'on est certain que le Parti libéral qui nous a scrappé le Canada en disant c'est le parti qui, dans les 4 prochaines années, avec ce premier ministre-là, va nous arranger la place pour qu'on redevienne un pays où on est capable de s'acheter un steak calice? Est-ce que vous pensez ça? Je sais, je parle à des pirates. Les pirates, vous allez voter en grande majorité, vous allez voter conservateur. Quelques-uns vont voter pour Maxime Bernier. D'autres, peut-être, ne vont décider de ne pas voter. Ça, c'est votre affaire. Mais la majorité, je pense que 99% des pirates vont voter et 80-85% vont les voter pour... parce que c'est devenu une élection à deux. Même les gens qui sont alentour de Max Bernier savent très bien qu'ils ne peuvent pas rien faire en ce moment. C'est une élection à deux partis. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça va retourner les Québécois, la gang de chieux, la gang de boomers qui ont perdu la tête au cours des dernières semaines? Est-ce que ces gens-là vont se rendre compte que Mark Carney est une fraude et que Mark Carney n'est pas l'homme qu'il dit qu'il était? C'est un gars que vous ne pouvez pas truster, c'est un menteur, c'est un gars qui n'a pas la carrure, qui n'a pas la force, qui n'a pas aucune qualité pour... Sauf si c'est le but que vous avez, si c'est le but. Moi, I don't care, OK? Moi, c'est pas le Canada à tout prix. Je suis pas Canadien à tout prix. Donc, moi, demain matin, vous me dites, on est rendu avec le dollar US, puis on est un État américain, puis so be it, OK? Je vais vivre avec ça très, très, très bien. Mais je sais que la majorité des Canadiens ne veulent pas ça. Si vous ne voulez pas ça, pourquoi voter pour Carney?
Vous voyez que c'est pas le gars pour être devant Trump. C'est clair que c'est pas lui. Le gars est complètement perdu dans ses histoires. On le finit. On finit d'ailleurs son moment où il essaie de se défendre de ce qui s'est passé, de ce qu'il nous a raconté le 28 mars dernier. Sorry, Mackenzie, I should be answering you in English. Him raising something and then where the discussion is, he has these things in his mind. This is not news. He raises it all the time. Okay? But then the question is, what's going to be done with it? And does he understand where we stand, more particularly where I stand? He is under no illusions. Never. Absolutely not. Never. Move on. It's two sovereign nations coming together, negotiating our partnership, our relationship. And the question is, will there be a deal that's acceptable to Canada? There's a lot that will never be on the table in those negotiations, and I've been absolutely clear about that. Wow. Clear about that. C'est tout sauf clair. C'est OK, oui. C'est deux. Ouais, mais si le monsieur plus fort décide qu'il ne veut plus que tu sois un pays souverain, tu ne seras plus un pays souverain. Là. Ça finit là. Tu as besoin de plus que dire à des journalistes ouais, mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'il soit clair dans sa tête qu'on est deux pays souverains. Non, il faut qu'il soit prêt à d'autres choses que ça. Là, OK? Je sais que Trump a beaucoup de choses à régler dans son pays en ce moment. OK? Il y a de l'inflation, il y a, même si les chiffres d'inflation sont bas, les gens n'ont pas l'impression que les prix sont en train de diminuer. Ils sont contents de l'immigration. On leur avait dit que le coût de la vie allait, que tous les prix alentour d'eux allaient comme s'arranger une fois que Trump allait être là. Ça n'arrive pas. Mais on s'en doutait. Je veux dire, il n'y a pas de coup de baguette magique qui peut faire ce genre de choses-là. Mais c'est un peu ce qui a été vendu. Après ça, on avait dit on va régler la guerre en Ukraine. Puis du côté de la Russie, là, on a Poutine qui est en train de perdre la tête et qui semble vouloir challenger un peu Trump. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui sont en train de se passer. La Chine aussi. Donc, toute l'histoire de la Chine qui, Trump dit, on négocie qu'eux autres à tous les jours. La Chine, pas pantoute, on négocie zéro. Il faut voir que les Américains soient plus disciplinés. Il va falloir qu'ils soient plus sérieux, etc. Donc, ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que le Canada dans l'agenda est vraiment important? On va le savoir vite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais je veux dire, on peut pas... Si Trump est sérieux, puis si Trump met ça au top de son agenda, qui veut bouffer le Canada pour que le Canada soit un État américain, on ne peut pas y aller avec ça, là. C'est clair qu'on ne peut pas y aller avec ça. Je vous dirais même que je vais vous avouer une chose, OK? Je vais vous avouer une chose, c'est que Yves-François Blanchet, c'est pas le mien. OK? Yves-François Blanchet, je trouve que c'est un gars qui est pas mal inutile. C'est un gars qui a tendance à s'écouter beaucoup de mots, stature de genre de gars hautain un peu, puis finalement, tu décortiques ce qu'il dit, tu comprends rien. À part le fait qu'il est anti-pétrole, à part le fait que c'est un green et un gauchiste enragé, je ne sais pas trop qu'est-ce que ce gars-là a à offrir aux Québécois, mais il utilise le brand du Bloc québécois, puis il y a beaucoup de Québécois qui votent en cave et qui ont tenu ce gars-là à la tête de ce parti-là depuis plus qu'une décennie maintenant. Mais je dois avouer une chose. C'est que dans sa réplique, j'ai pas entendu celle de Poilievre en détail, mais j'ai trouvé que celle de Yves-François Blanchet en anglais était un bon résumé de la situation et un bon résumé de ce que Mark Carney est. Et on le sait, là, parce que pour le gars du Bloc, son compétiteur, c'est pas Poilievre au Québec. Son compétiteur, c'est Mark Carney. Donc, je me demande si les Québécois qui n'ont pas voté par anticipation la semaine passée et qui vont aller voter lundi, est-ce que c'est le genre de choses qui peut les faire retourner au Bloc québécois? Garde, on va le voir. Mais une chose est sûre, j'ai trouvé que la réponse de Yves-François Blanchet à Mark Carney est excellente. Seems more and more to have been a stunt. He wanted to make a statement. I am Mark Carney. I'm the best of them all. I'm a great negotiator. I have managed crisis in the past. I would change the world. Trust me. And it appears that it never happened. That the call was not what has been described afterwards. That there was no agreement, no support for Canada's sovereignty, no beginning for a deal. Just the show of a man who wanted to pretend something which appears today not to be true.
I believe many people in Canada and in Quebec will say, what the hell is that? And if that is not true, what else is not true? Donc, la job que vous avez à faire ce week-end est différente de celle qu'on pensait peut-être il y a 2 mois, 3 mois, où on essayait de convaincre nos parents, nos beaux-parents de voter pour Pierre Poilievre ou encore pour Maxime Bernier. Donc, de voter plus conservateur, de penser aux générations qui viennent pour pas que les libéraux reprennent le pouvoir. Et là, il est arrivé toute cette histoire-là. Et les bonhommes et les bonnes femmes, donc vos parents, vos grands-parents, ont perdu la tête. OK, ils sont devenus comme des genres de bébés lala qui ont besoin d'être réconfortés, qui ont besoin d'un genre de toutou, un genre de super-héros, puis qui allaient pouvoir afficher dans leur chambre, puis dire « Ah, yes, c'est lui, c'est notre Rambo, c'est lui qui va nous protéger de l'envahisseur. » Et ils ont voté Mark Carney. Donc là, on a une genre de stratégie un peu différente à faire. Il faut convaincre en fin de semaine les gens autour de nous qu'ils doivent retourner vers le Bloc québécois. C'est complètement fou, là. Ça fait à peu près une semaine et demie que je vous glisse ça à l'occasion. Mais c'est fou de même. Si on veut pas avoir les libéraux, parce que ce serait une catastrophe pour le Canada. Si vous voulez voir le Canada disparaître, ben remettez 4 ans de libéraux, remettez 4 ans avec Carney, avec tout ce qu'il nous a annoncé comme chiffre, et vous allez avoir quelque chose d'incroyable. Vous allez avoir une rapidité très, très, très vite. Et moi, je pense que c'est nous qui allons béguer les Américains pour qu'ils nous prennent lorsqu'on va vivre. Parce que Poilievre nous a décrit cette semaine. Poilievre nous a décrit cette semaine un document qui a été fait par le gouvernement lui-même et qui a été remis à Justin Trudeau, que Justin Trudeau nous a jamais montré que si on continuait sur ce chemin-là, le Canada que nous connaissions allait carrément imploser et on allait vivre dans une société qui est complètement chaotique. Et c'est déjà commencé, les amis. OK? Allez juste faire un tour à l'épicerie, regardez le prix des spéciaux et dites-moi que ce qu'il y a dans ce document-là n'est pas déjà commencé. C'est déjà commencé. Est-ce qu'on peut revirer ça de bord? Il est peut-être late, il est peut-être un peu trop tard, mais une chose est sûre, on ne peut pas laisser les libéraux, ceux qui ont créé ce chaos-là, on ne peut pas laisser 4 ans plus de libéraux, c'est trop, trop, trop dangereux. Et ce que vous avez à faire en fin de semaine, c'est d'essayer de convaincre vos parents, vos grands-parents, de ne pas voter pour Carney. Écoute, ils ont voté dans les 2-3 dernières élections pour le Bloc québécois, ça nous a fait chier de la gang. On était écœurés de les voir voter Bloc, mais ils sont mieux de voter Bloc que de voter Carney. C'est incroyable qu'on dise ça. Hein? Mais c'est exactement ce qui se passe. Et vous devez leur raconter cette histoire-là. S'ils ne sont pas au courant, si c'est pas trop jasé à LCN, je ne sais pas, j'écoute pas la TV, si c'est pas trop jasé sur la télévision qui est sur le mur, qui écoute à longueur de journée, c'est à vous autres, les plus jeunes, d'essayer de faire comprendre à vos grands-parents et à vos parents qu'ils doivent commencer à penser à vos enfants, à leurs petits-enfants, et que s'ils votent pour Carney, ils vont tout simplement crisser le petit-enfant dans la marde. C'est ça qu'il faut leur dire. Eh bien, voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. Style express un peu. À venir, on a de l'IEDM, Gabriel Giguère. On a également La Boîte avec Jerry. Et pour les gens sur le Prime, on a Freestyle Friday avec Carlos the Punisher. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-pirate.com. Get pirate or get out. I love it. Radio-pirate.com. Radio Pirate. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Est-ce qu'on est prêt pour la petite boîte, Johnny? Oh oui, on est prêt pour la petite boîte. Hey, ton histoire de pilule cette semaine. Là. Oui. Mais non, ça fait jaser. Là. Mais moi, je suis allé voir. Parce que tu te posais une question, puis je suis allé fouiller pour trouver la réponse. Il y a combien de monde qui en prennent des pilules? Mais là, je suis allé précisément sur les pilules pour contrôler le cholestérol. Donc, c'est des pilules avec de la statine qu'ils appellent. Donc, il y a 1,1 million de Québécois qui prennent un médicament pour contrôler le cholestérol. Combien? 1,1 million. Si boire. La statistique, elle ne vient pas de moi. Je suis allé sur l'Institut universitaire de cardiologie.
Wow! C'est eux qui ont sorti la statistique. Mais ça, c'est ceux-là qu'on sait qui prennent des médicaments, parce qu'il doit y en avoir plein qui sont pas qui prennent pas de médicaments et qui en auraient besoin. Ah, peut-être. Non, c'est ça. On parle de ceux qui ont... Parce que ça, c'est les chiffres qui viennent officiels avec ceux qui ont des assurances. C'est ça. Tu as de l'assurance avec le gouvernement ou avec ta compagnie privée où ce que tu travailles. Donc, il y a beaucoup de monde qui prend des médicaments pour le cholestérol. Là. Donc, c'est... Puis, là, il y a l'autre statistique. J'ai fait mes devoirs. Je suis allé lire. C'est quand même des textes assez longs. Puis, il y a 10% de ces gens-là, des 1,1 million de Québécois, il y a 10% qui ont des effets secondaires. Non, mais c'est pas beaucoup. Non, c'est pas gros. Pour un médicament, c'est pas beaucoup. Les statines. Mr. White, il rit. Oui, il trouve ça drôle. C'est ça. Exprès. Et, comme tu avais dit, les symptômes, le symptôme principal, ceux qui ont des symptômes. La zone. Non, c'est pas la zone. C'est un peu d'inconfort dans les muscles. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, OK. C'est ce qu'ils disent. Et il semblerait que ça finit par passer. OK. Donc, tu sais, tes muscles, surtout au début, là, mettons le au premier début, mois, c'est ça. Et par après, ça s'estompe. Mais la majorité des gens qui en prennent et qui m'ont dit, gars, moi j'en prends, mais j'ai rien, c'est la majorité. C'est 9 sur 10, hein? C'est 9 sur 10. Donc, j'en pogne 10, il y en a 9 qui vont me dire que tout est beau, puis il y en a un qui va me dire, ah, moi j'ai mal aux jambes un peu. C'est ça. Ça, c'est des stats. Hey, c'est beaucoup de monde. Oui. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Ben, c'est beaucoup de monde vieux aussi. C'est ça l'histoire aussi. Ça va avec la vieillesse. Tu arrives à un certain âge. Je vais sûrement en arriver là, moi aussi. Là. Ben, vous ne le savez pas. Voilà. Vous ne voulez pas le savoir. Non. Mr. Wise ne veut pas le savoir. Moi, je vais y aller passer des tests. OK. Mais j'attends. Va chez Quest Diagnostic. J'attends que Quest vienne s'installer ici. C'est ça. Hier, Pierre Poilievre. Pierre Panier-Piano. Dites ça vite, longtemps. Pierre Panier-Piano. Pierre Panier-Piano. Pierre Panier-Piano. Non, c'est Marcel. Arrêtez. C'est Marcel Poilievre. C'est son deuxième nom. C'est vrai, c'est Marcel. Ben oui, c'est Pierre-Marcel Poilievre. C'est Marcel. Hier à Halifax, Poilievre, il est allé... Pride City, faut le dire. Ville très, 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 très arc-en-ciel. Ah oui? Ah oui, très arc-en-ciel. Des rues peinturées avec le drapeau arc-en-ciel. Ah ouais. Ouais. Okay, je savais pas ça. Mais il est allé... Poilievre, il a piqué quelque chose à Éric Duhem. Qu'est-ce qu'Éric Duhem il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Éric Duhem, dans les... Salut, Jeff! Non, c'est pas ça qu'il a dit. Salut, il Jeff. dit. Salut. Éric Duhem, c'était mon char, mon choix. Okay, ouais, moi, c'est mon corps, mon choix. Oui. Moi, avec mes pilules, cette semaine, c'était... Quand mes filles m'ont dit, c'est-tu vrai pas que tu ne prendras pas ta pilule? J'ai dit non, je ne prends pas de pilule, je déteste les pilules. C'est mon corps, mon choix. Toi, quand tu étais jeune, c'était mon bar, mon choix. Oh oui, ben oui. Mais ça a changé. Ben oui. C'est ça. Mon bar, mon choix. Donc, ça c'est l'idée d'Éric Duhem, dans le sens que, tu sais, l'histoire... Ah, ça, c'est Kéten. Hein? Oh oui. Ben, il s'est fait dire ça par la gang la gang qui se prennent pour d'autres. Franchement. Mais votre slogan, là, les gens nous disent au texto que c'est un peu Kéten. C'est un peu Kéten. Ben oui, c'était très bon, ce slogan. Poilievre, il veut abolir les quotas sur les véhicules neufs. Donc, tu sais, l'espèce de règlement. Là, ça fait monter les chars. Dans le cas de certains modèles, pas de modèles, certains fabricants, les chars sont 2-3 000 plus chers à cause des quotas. Par voiture. C'est ça. Donc, au Canada, c'est 20% pour les véhicules vendus en 2026. En 2026, il faut que 20% de tes chars soient des chars électriques. Oui. Si tu n'as pas ça, tu es pénalisé. Voilà. Et quand tu es pénalisé, ben, tu compenses par l'augmentation des prix des chars à gaz. C'est ça. Et dans le règlement... C'est nos gouvernements qui nous crossent. Mais dans le règlement, c'est 100% en 2035. Là. C'est dans le règlement, ça. Là. Le Poilievre, il dit... Non. Il dit ça, là... mais Jerry, un vieux qui va voter, le vieux boomer qui va voter pour Poilievre, elbows up. Il est mort en 35. En 2035, il s'en crisse, il est mort. Peut-être même qu'en 26, il n'est plus là. Je t'ai donné l'exemple. Le beau-père à mon chum, il a dit, hey, le bloc, il va t'enlever tes guns de chasse. Oh non, ben oui, ils vont t'enlever ci, ils vont t'enlever ça, ils ont enlevé telle affaire.
Là, après ça, ils vont jouer dans les balles, puis à un moment donné, il n'y aura plus de chasse. C'est pas grave. La chasse, j'achève. C'est bien qu'ils pensent. Ouais, mais dis tes petits-fils, eux autres. Ah. Silence. Oui. Là, il a computé, là. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'on devrait passer une loi pour empêcher les 65 ans et plus de voter. Ah, c'est pas correct, c'est de l'âgisme. Mais non, mais je m'en viens à 65. J'ai 57 ans. Je vais respecter cette loi-là, moi. Dans 8 ans, c'est mon tour. Bon, oui. Puis ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, parfait. Que ce soit les tu jeunes, reçois les ta pension de vieillesse. En échange, je ferme ta gueule. Automatiquement, t'es éliminé des listes. Exact. C'est goodbye. Puis, puisque présentement, les ventes de voitures électriques au Canada, c'est 12 %. Les ventes. C'est ce que j'ai lu, là. Ouais, ça doit être incluant un peu d'hybride. Oui, il y a d'hybride là-dedans. C'est ça. Ouais. Hybride branchable, la patente. Là. Mais quand même, les Poiliev, il veut scratcher ça. Très bien. Mais je trouve qu'il arrive tard dans l'histoire. Il aurait dû sortir. J'ai toujours eu personne qui m'a offert sa Tesla Y. Oui. À 50 % du prix du Black Book. Ouais, mais là, attends. Pourquoi? Non, attends. Parce que Tesla... Tu sais, Tesla a sorti ses résultats financiers. Puis je sais que tu aimes la Y, toi. Puis elle est belle, la Y. Mais c'est sûr que... Le modèle 3 vaut combien en canadien? 60 000? C'est ça, c'est 60. Le Y... Le Y, il doit... 110. OK. Ben là, tu peux le grimper un peu. Tu peux le pimper. Ça, c'est avec la petite batterie. C'est ça. Genre de petite batterie... Voilà, c'est sur le site de Tesla. 3A, 2A. Voilà, la petite batterie 2A, c'est exactement ça. Le modèle S, on s'entend-tu que là, c'est de l'espèce de berline plus longue et super beau, 115 000. Puis le X avec qui fait des bonjours puis qui les portes lèvent par en haut, c'est 140 000 à partir de. On s'entend-tu, là? Ça, c'est la grosse. Ça, c'est la grosse, le modèle X. Donc, le modèle Y qui est, faut le dire, le modèle Y qui est vraiment... Mes voisins en Floride ont bien de l'argent, ils ont tous ces styles de modèles-là. C'est donc bien cher, ça. À partir de 70 000, le modèle Y. Mais l'affaire, c'est que Tesla, dans les résultats financiers qui ont sorti cette semaine, OK, il y a parce qu'il y avait une espèce d'entrevue téléphonique, là, une patente, là, puis ils ont sorti des résultats. Hein, mais il y a une patente intéressante. C'est que Tesla, ça, on en parle depuis longtemps. Tesla, c'est Tesla qui l'a dit, là. Puis c'est trop ça ne s'est pas parlé beaucoup. Le fameux modèle, comment dire, pas bas de gamme, abordable de Tesla. Ben, la première usine, je pense que c'était au mois de juin. Le premier modèle va commencer à se fabriquer au mois de juin, là, cet été, là. Donc, d'après les rumeurs, modèle économique. Modèle économique veut dire quoi? La moitié du prix du modèle 3. Là. Donc, ils veulent... Puis Elon Musk l'a dit déjà. Il dit, il veut un char en bas de 30 000 US. Donc, la rumeur, 28-29 000. Et ça serait le nouveau modèle abordable. Il serait sur le modèle Y. Ça c'est pas le modèle Y, mais ça serait un modèle Y peut-être un petit peu plus court, mais avec le style du modèle Y. À combien? 29 000 US. Ben ouais, s'il y a une Tesla neuve j'essaie de faire mon fin finaux, là. Mettons une Tesla neuve à 35 000. Jerry t'exagère. Mettons à 38 000 Canadiens. Mais moi, ça se peut que ma blonde, ça ne vient pas de moi, ma blonde, elle serait intéressée. Oui. Pas à ça les 10 000. Là. Pas l'argent. Moi, j'aimerais ça avoir... Ça m'a jamais tenté. Tu sais, j'ai jamais été Tesla tant que ça. Mais j'aime tellement Elon Musk. Moi aussi, j'aime dans le... ça fait partie de la décision. C'est une des affaires. Là. Oui. Moi, quand quelqu'un va au bat de même, là, je peux pas faire autrement que pas l'aider. Là. Oui. Exactement. C'est une question de... Hey, il n'y a tellement pas de gens courageux, je vois le vert. Quand il y en a un, on peut dessus... Tu sais, j'inventerai pas une dépense, mais dire, si j'ai besoin d'un nouveau char, ben, il y a un char à prix correct, je vais le prendre. Là, ils vont dire, oui, mais là, c'est lui le plus riche au monde. C'est facile d'avoir du courage quand tu as de l'argent. Non, pas vrai. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il y a plein de monde qui ferme le gueule. La compagnie s'est fait battre, là. Puis, on s'entend-tu qu'il aurait pu rester assis sur ses deux mains puis dire, il ne peut pas dire un mot. Ben, c'est sûr. Je ne vais pas mettre dans mes affaires de boîte.
Ça, là, la nouvelle est sortie. C'est Business Insiders qui a repris une information. Je ne sais pas où ils ont pris ça, là, mais ils l'ont dit. Mais la gang de woke de Business Insider? Oui, ils sont woke. Mais ils ont pris une information. L'affaire, c'est que c'est Ted Sarandos. Qui est Ted Sarandos? C'est qui, lui? C'est un des boss de Netflix. Tu sais, Netflix, là, il y a le grand boss, là. Ils sont 3-4 autour, là, c'est un de ces boss-là. Ben, on sait que Netflix, tout le monde connaît Netflix, là. Mais tu sais, Netflix a ajouté du sport live qui a eu un succès tout à fait extraordinaire. Et là, c'est Ted Sarandos qui le dit. On parle que Netflix pourrait ouvrir un espace au podcast. Netflix podcast. T'as un peu, là. Wow, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Là? Donc, tu vas sur Netflix, tu as les événements sportifs, les événements live, tu as les films, les documentaires. Les jeux. Les jeux. Voilà. Je suis pas sûr que ça a levé, mais en tout cas. Mais il y aurait, puis Netflix travaille pour ça, du contenu premium, et Sarandos le dit, lui, il veut du contenu de grande qualité. Ça veut dire quoi? Radio pirate. Voilà. Pas des affaires de jujube dans le derrière. On veut ça la patente, là? On va être sur Netflix. Ben oui, on s'en vient sur Netflix. Oui. Ben, c'est pour ça que je t'en parle. Radio pirate sur Netflix. Avec des caméras. Lui, c'est ça qu'il veut, Sarandos. Il veut avoir du contenu de qualité sur Netflix. Donc là, tu vas avoir un mandat peut-être dans les mois à venir, Jeff, d'aller rencontrer la gang de Netflix. Oui. Ici, surtout à Montréal, à Toronto, je ne sais pas trop où ils sont au Netflix. On a peur. Jeff Fillion, on a peur. Je ne peux pas supporter ça. Politiquement, je ne peux supporter. Non, nous allons passer notre tour. Là, ça va finir avec Masbourian sur Netflix. Arrêtez. Non. Ben, regarde, lui, il veut du contenu de qualité. J'écoutais XM Sérieux ce moment donné en fin de semaine, puis je pitonnais, puis j'ai tombé sur. Tu sais, en français, avant, le channel le plus écouté, c'était le 172, c'était le nôtre. Oui. Là, aujourd'hui, bon, ils ont remplacé ça par toutes sortes de postes de musique plate que personne n'écoute, c'est sûr. Et la seule patente en français qu'il y a, c'est les nouvelles de Radio-Canada. C'est le poste de Radio-Canada. C'était épouvantable. C'est affreux, là. C'est affreux, là, je veux dire. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais, Radio-Canada, pas écoutable. Des histoires de ci, des patentes. Hey, Masbo avec Chantal sur Netflix. Hey, imagine-toi. Arrête. La belle Chantal. Hey, hier... Elle a eu 71 ans, 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. 50 ans de carrière. Comme les Capitals de Washington. Les Capitals de Washington, ils ont leur 50 years. Oh, ouais. Puis là, Masbo, il dit en plus d'être une bonne chroniqueuse, vous êtes une visionnaire. Oui. Merci, boire. On a pu comprendre l'autre fois, quelqu'un nous a dit qu'elle ne se prenait pas pour de la merde. Ben oui, il y a quelqu'un qui nous a dit, quelqu'un qui connaît le milieu, qui fait des podcasts avec nous le lundi, nous a dit que Chantal, elle ne se prenait pas pour de la merde. Oui. Hey, on apprend. Problème, gros égo. Oui. Moi, je la trouve mauvaise. Tout le monde dit elle est partisane, c'est Chantal libérale Hébert. Ah oui, c'est incroyable. Moi, c'est au-delà de sa partisanerie. Je la trouve mauvaise. Mais mauvaise. Elle shake, ça sort pas, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de punch, il n'y a pas rien. Même si elle était conservatrice, mais encore, elle est plate à mourir. Elle est plate, c'est la pluie. C'était ton hommage à Chantal. Ouais, voilà. Oui. Bon 50e, Chantal. 50e anniversaire de... C'est un cadeau. C'est ça. Mais Chantal Hébert, c'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Ah, c'est sûr que c'est elle-même qui le dit. Non, t'as peu. Qu'est-ce qui a fait le déclic d'aller en journalisme à Chantal Hébert? Moi? Il y a eu un déclic dans sa vie. C'est Pierre-Éliott Trudeau. Non, c'est avant ça, c'est dans sa jeunesse. OK. Elle dit c'était une fan de livres de Tintin. OK. Donc, elle lisait les Tintins. Puis Tintin, c'est un journaliste, lui. C'est un genre de journaliste, Tintin. Oui. Très louche. Mais là, c'est ça qui a... Il se tenait beaucoup avec Haddock, hein? Capitaine Haddock est encore bien plus louche. Oh, oui. Oui, Capitaine Haddock, c'est un pognasseux de poche, là, c'est sûr. Moi, j'aurais été un des Dupont. Tu sais, les Dupont aussi sont très louches. Non, c'est des Tintins, par exemple. Il y a juste le Castafiore qui est normal. Oui. Oui, c'est vrai. Mais elle, c'est une pogneuse de poche, mais de petits gars. Oui, elle a pogné des petits gars. Oh oui, elle... Jusqu'à temps qu'elle se rende compte que le petit gars n'était pas intéressé par tout. Ben là, tu vu l'allure?
Tu sais, la grosse bonne femme, les bijoux, le gros rouge à lèvres, les patentes, la grosse robe. C'est wow, laisse-moi tranquille. Là, c'est grâce à Tintin si Chantal fait une carrière. Elle fait très Tintin. Oui, oui. Ben voyons. Ça fait très, très Tintin. C'est très Tintin. C'est lequel le meilleur Tintin que vous avez lu? On se le dit, c'est celui dans l'espace avec la fusée rouge. C'est ça que sur la Lune. Fusée rouge et je blanche. pensais, mais moi, j'aimais ça quand il allait en Amérique du Sud, j'aimais ça. Okay. Bon, non, en Chine, j'aimais ça. Il voyageait, Tintin. Hein. Bon, il voyageait, Tintin. Il voyageait vraiment. C'est le fun, il partait partout dans le monde, tout le monde parlait sa langue. Oui. Tout le monde parlait la même langue. Oui. C'est bizarre, ça. Mais Tintin, pour vrai, c'est un... moi, je n'étais pas un fan de Tintin, mais quand même... Moi non plus. Moi, j'étais plus Astérix. Moi, je suis Astérix, Obélix, Lucky Luke. Oui. Mais Spirou et Fantasio. Ouais. Ensuite, Boule et Bill. Beaucoup de textes sur Tintin. Tu sais, les bulles, là. Ouais, des grosses bulles. Ça manquait de... Beaucoup de textes. Ça brisait le dessin. Sais-tu quand est-ce que le wokisme a commencé pas mal? Avec Tintin. Non, avec Lucky Luke, quand ils ont enlevé la cigarette dans la gueule puis ils ont mis un genre de... un brin d'herbe. Ah, mais t'as ouais. Pour vrai? Parce qu'ils ont dit que ça donnait le mauvais exemple qu'ils faisaient. Ah ben. C'est épouvantable. Malaise. Hein? Ben oui, c'est malaisant. Quelle époque. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Époque bizarre. T'sais, TikTok, il faut le dire, TikTok, il y a des affaires le fun. Ben oui. Plein d'affaires le fun. TikTok. Mais TikTok, il y a toujours des modes de cave. Tu sais, à un moment donné, tu manges une patente stupide. Tu manges une patente de laveuse. De laveuse, de linge. Des affaires stupides. Les pods, je sais pas trop quoi. Les pods. Quand ils partent une recette aussi, ils lâchent pas. Hein. Oui. Tu sais, la recette du burger sur un pita, là. Ouais. Ils l'ont fait beaucoup, là. Ouais. Oui, c'est ça. Passé, là. Ouais, mais aussi, ils nous passent du vieux stock. Là, on pense que c'est tout le temps renouvelé, mais il y a beaucoup de stocks qu'on voit souvent. Ça traîne des semaines, des mois. Là, il y a une nouvelle mode qui s'appelle No Doors, No Problem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des caves. À la base, c'est des caves. Donc, c'est du monde cave que sur TikTok, ils rentrent dans les fast-foods. Donc, les McDo. Ah oui, ils vont en arrière. Ils rentrent dans la cuisine des fast-foods. Des fois, ils rentrent par la porte du take-out, là, dehors. Oui. OK, ils rentrent par la fenêtre. Ils rentrent par la fenêtre. C'est ça. Le but, c'est de rentrer dans la cuisine du fast-food. Prendre des photos. Prendre des photos. Même des fois, il y a des burgers qui traînent là, ils en mangent. Puis ils se font des burgers. OK, c'est innocent. Puis là, l'affaire, c'est que des fois, le gérant arrive. Là, la chicane pas. Moi, je te dis l'affaire. Ils mettent les... Il y a des gars qui sont rentrés dans un In-N-Out. J'ai envie d'aller ça a mal fini. Ben, c'est sûr. Dans un In-N-Out. Dans l'In-N-Out, ça a mal fini. Pas vrai? Ben, c'est sûr. Regarde, moi, je te le dis, je suis gérant d'une place, il rentre. Je m'assure que le téléphone est enlevé, qu'il n'y a plus rien qui filme. Je les calisse entre deux pains, puis je les calisse dans le micro-ondes. C'est ça. La tête dans la friteuse. Oui, la tête dans la friteuse. Ketchup, moutarde, patente, tranche de fromage, je calisse la tête dans le micro-ondes. C'est gang de cave. Ça, là, c'est... Mais là, c'est parti, là. Là, il y a une vidéo qui est rendue à 3000. C'est tout nouveau, cette patente-là. Ah, c'est cave. Mais là, ça va s'étendre, là. C'est cave. Parce que si tu as un fast-food, là, on peut pas dire ça. On peut-tu le dire? Ben, Sloglet. Oh, oui. Pas tu comprends, non? Ben oui. Il en rentre un grand cave dans ta cuisine. Tu en calisses une. T'as le droit, il n'y a pas d'affaire là. Pas d'affaire là. Travailles-tu ici? Oh non, on n'a pas. Puis il y a des caméras. Essaye-toi ici. Ils se mettent les deux mains dans la salade, puis ils mangent de la salade, puis là, telle affaire, puis là, ils veulent se faire des frites comme des grandes crises. Hey, j'ai vu une patente qui vu que tu étais un gars de business et de bourse. Jack in the Box. Jack in the Box, ils ont mangé une bonne volée. Jack in the Box, la chaîne de burgers, ferme 200 restaurants. Aïe, aïe. 200 restaurants. Les ventes ont baissé de 1% pour le trimestre. En tout cas, il n'y a pas tant qui arrivent. Mais c'est surtout que la raison pourquoi ils ferment des restaurants qui sont performants so-so, c'est parce qu'ils sont en train de se faire manger le cul par leur nouvelle chaîne qu'ils ont achetée en 2022. Ben voyons. Del Taco. Ah oui, Del Taco. Ils ont acheté Del Taco. Et Del Taco, ça a explosé, puis ça roulait pendant la COVID, puis là, c'est patente de mexicaine. Tout. Mais là, cette mode-là, c'est comme écroulé un peu.
Et là, ben, ça a mis la compagnie dans la marde. Oui. Hey, Jack in the Box, là, pour les gens ça, c'est une compagnie de San Diego. Jack in the Box, c'est un classique. C'est un classique. C'est un classique, là. Donc, ils vont se faire manger le derrière par des idées de grandeur, d'avoir acheté une chaîne mexicaine pour compléter la leur, alors que des fois, c'est toujours mieux de rester juste dans ton domaine, de laisser faire le reste. Une autre chaîne qui est dans le trouble. Ben, la face, c'est qu'ils sont dans le trouble, oui et non, parce qu'il faut qu'ils refinancent leurs dettes. S'ils ne sont pas capables, ils sont dans la merde. C'est Denny's. Ah oui? Denny's est dans le trouble. Mais Denny's, c'est pas la gang de 7-Eleven, ça? C'est pas les Japonais? Y a-tu des parts là-dedans? Oui, peut-être. Parce que oui. Mais Denny's, le stock en bourse de Denny's, présentement, est à son plus bas depuis 2011. 2011. Ça fait 14 ans. Le stock est à 3 piastres là, en bourse. Wow. Denny's sont en marde. Mais je pense qu'ils ne veulent pas mettre une genre de surcharge sur les œufs. Ils disent qu'il y a des restaurants qui mettent une genre de petite surcharge sur les œufs. Ouais. Les autres, ils ne veulent pas le faire. Je sais pas. Oui, c'est en train de finir. Oui, à un moment donné, ça va finir. Mais Denny's est dans le trouble. Parce qu'ils ont une dette de 400 quelques millions. Il faut qu'ils refinancent. Puis là, ils ont des problèmes. J'ai lu ça. Oh, ouais. Wow. Le Grand Slam. Le Grand Slam. La restauration, là, quand ça va bien, ça va bien. Oui, mais c'est serré, hein? Ah, c'est serré. Les marges sont serrées. C'est incroyable. T'as pas grand-chose pour... t'es un king, mais le lendemain, t'es dans la marde. En parlant de bouffe, Ashton... En parlant de bouffe. Qu'est-ce qui arrive avec Ashton? Non, c'est Mr. White qui me chipait ça. Ah oui? En début de semaine. Oui, la loto, le gratteux, Ashton. Ouais, j'ai pas trop... Au début, je pensais que c'était une joke. Bon, on est loin du 1er avril. J'imagine que c'est plus sérieux. Non, c'est ça. C'est une entente. C'est un gratteux. C'est une vraie affaire, mais ça va au-delà. Tu gagnes-tu des affaires d'Ashton avec ça? C'est quoi non, mais c'est ça l'affaire. Je dis, je vais aller voir la structure des lots. C'est disponible sur le site de l'Auto-Québec. Okay. Là, je dis, puisqu'on gratte, vu que ce sont associés avec Ashton, est-ce qu'on peut gratter? Tu grattes 3 poutines, puis tu as une poutine. Quand tu grattes, ça sent-tu la sauce? Ça n'a pas l'air. Donc, c'est des lots normales. Là, exemple, des 10 000 $, des 1 000 $, des 500 $, plein de 2 piastres puis de 5 piastres. Là. Mais c'est juste un lien qu'ils font avec Ashton. Mais il n'y a pas de poutine en tant que telle ou de lot. Dans la structure des lots, c'est pas là. Je n'ai pas trop compris pourquoi l'association avec Ashton. Pour vrai, je n'ai pas compris. Ben c'est rare. Tu vois ça, par exemple, qu'une compagnie directe s'associe avec l'Auto-Québec, non? Mais l'affaire qui est spéciale aussi, c'est que, c'est les gratteux, hein? Les gratteux je comprends. C'est une question de probabilité. Des fois, tu achètes un 6,49 ici puis ça. Là. Mais sur le gratteux Ashton, tu as une chance sur 300 000 de gagner 10 000. Non, c'est lamentable. C'est lamentable? Ben oui, Christophe. Pensez à ça, là. Il y a 600 000 billets émis. Il y a des gratouilles, là. Il y en a 600 000 qui ont été faites. Dans les 600 000, il y a 2 lots de 10 000. Il y a 3 lots de 1 000. Il y a 3 lots de 500. Voyons. Christophe. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Christophe. Bon, mais un lot un peu plus haut, là, je sais pas trop. Mais-en 7, 8, 10, je sais pas trop. 2 lots de 10 000 seulement. Voyons, non, c'est quoi cette histoire-là? Là? Marche pas, ça, là. Ouais. Les autres qui se font brasser dans les médias sociaux devraient faire attention d'aller dans des patentes. La structure des lots est très louche. Comment dire, elle n'est pas payante. On va le dire de même, on va le dire dans mes mots. C'est pas très, 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 très payant. J'ai mis un petit tweet pour m'amuser cette semaine. J.D. Vance. Vance qui est allé en Inde avec sa femme, Usha. Qui, elle, est? Usha Chiloukouri. Est-ce qu'elle est indienne, elle? Ben oui, elle est indienne. Ouais. Elle est née aux États-Unis, de parents indiens, mais elle est de confession hindoue. Donc, sa religion, c'est l'hindouisme. Donc, Vance est en Inde avec sa femme, puis très élégante, puis lui aussi. Là, Vance, c'est un gars qui paraît bien. Puis les enfants, ils sont en Inde. Là, j'ai eu un flash, j'ai dit, hein? Là, j'avais vu une photo d'eux autres. C'est Vance,
Jill Evans avec sa femme, Usha, et les enfants. Elle a de belles robes, là, genre de robe à pois, un peu. C'est une robe d'été, là. Il fait chaud en Inde, là. Là, j'ai eu un flash, j'ai dit, c'est incroyable pareil. Elle est hindouiste. Elle pourrait arriver en Inde puis se mettre des draps à la tête puis s'habiller bizarre. Mais elle le fait pas. Trudeau, quand il est allé en Inde avec sa femme, là, c'est bizarre, hein? C'était pas chic, là. Non, c'était pas chic. Trudeau, il priait les Maharajas, là. Trudeau, il se mettait les mains en train de faire des prières. C'est là qu'on a su que il était pas tout là. Ah oui, à genoux sur des tapis. Avec des points dans le front. Et des points dans le front, habillé en orange. Ben oui, voyons. Le gars, il est né à Montréal. L'autre, la femme du vice-président, elle est hindouiste, là. Puis elle s'habille pas de même, là. Et Trudeau l'a échappé dans le temps, là. Elle a échappé complètement, là. C'est une pure joke. Il me reste une petite patente. Vite. Tu sais, il y a un nouveau règlement pour l'exactitude des prix. Oui. Nouveau règlement, là, l'affaire du 10$, si tu passes à la caisse, puis il y a une erreur. C'est rendu 15. C'est rendu 15$, exactement. Mais ça, ce règlement-là, ben, lui, il est facile à gérer. Il y a l'autre bout qui est difficile à gérer. Parce que dans cette espèce de loi-là qu'ils vont mettre, ça fait pas bien plaisir au Conseil canadien du commerce au détail. non, eux autres sont pas contents. Parce que c'est tous les changements d'étiquette. Jeff. OK. Non, Jeff, tu peux pas t'imaginer. Jeff, c'est inimaginable. Là. C'est inimaginable. Tu sais, je vais faire un parallèle. Avec, tu sais, quand tu t'en vas en ville de Québec ou ville de Montréal, tu veux parquer ton char sur le bord de la rue. Tu sais, tu débarques pour parquer ton char. Il est 3 heures de l'après-midi, là, tu checkes. Là, il y a une pancarte. Pas le droit de parquer de là à là. OK, là, tu avances ton char. Ah, ici, non, c'est pas le droit entre 11h et 15h. Là, tu recules ton char. Puis là, ici, c'est tu as le droit le mercredi, jeudi. Mais pas la fin de semaine. Là, à un moment donné, tu sais pas où mettre ton char. Il y a 18 pancartes après le poteau. Le même poteau. Tu as 18 pancartes qui disent quoi faire avec ton char. C'est pas compréhensible. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tu pognes une étiquette. Tu vas au restaurant manger quelque chose, tu ressors, il y a une étiquette. Là, je trompe ta poignée. Parce que on est mardi. Le mardi de quoi? Ben oui, regarde sa pancarte. Là. Mardi, le règlement, il ne marche pas le mardi. Tu sais, c'est des crosseurs. Mais ça va être exactement la même chose pour les étiquettes des magasins. Je vais le dire en espagnol, c'est espectaculaire. Non, c'est spécial. Puis, parce que les étiquettes en magasin, ils ont une grandeur. Les autres, ils ont une grandeur normale, là, en centimètres. Là. Mais là, il faut qu'ils rajoutent plein de choses là-dessus. Là. Est-ce que c'est taxable? Bon, c'est normal. OK. Il faut mentionner si le produit est taxable. OK, c'est beau. C'est correct. S'il y a un rabais ou une liquidation, il faut le mettre, mais il faut mettre le prix régulier. OK, tu as le prix régulier puis tu as le prix en liquidation. OK, c'est correct, on va l'accepter. Alors après ça, si c'est un prix groupé, exemple 3 pour 5$ ou 2 pour 2$, ça, il faut que tu l'indiques en plus. Mais en plus du prix à rabais en liquidation et en plus du prix taxable. Après ça, l'unité de mesure, c'est tant de dollars ou de sous par millilitre. Là, il faut que tu mettes l'unité de mesure. Après ça, l'étiquette, il faut qu'elle aille un code barre de produit. Plus la certification. Est-ce que c'est un produit qui alimente Québec ou pas? Est-ce que c'est un produit bio ou pas? Après ça, le format. Arrête, j'ai mal à la le tête. caractère du format. Arrête, j'ai mal à la tête. Après ça, ben, j'ai pas fini. Ah, je suis plus capable. Okay. Mais, Jeff. Hein? Tu regardes l'étiquette, là, sans farce, là. Non, sans blague, là, OK? Il vient de nous montrer le papier. Oui. Le Conseil canadien du commerce au détail, ils ont fait une étiquette fictive. OK, montre-moi là. Je veux l'avoir. Je veux l'avoir de proche. Elle est fun. Elle est spéciale. OK, c'est celle de droite? Oui, c'est ça. Ben là, c'est des gros... ça va être gros, ça? Mais la face, c'est que cette étiquette-là, là, elle est grande, elle est longue, comme... Elle a quoi? Ben, ça, là... non, mais ça c'est grossi, là. Non, ça, c'est grossi. L'étiquette est le tiers de ça. Ouais. Fait qu'en magasin,
sur un petit bout d'étiquette, parce que les autres d'étiquette, ils ne peuvent pas mettre une page 8,5-11 pour expliquer qu'ils risquent que c'est des pommes. Mais nos fonctionnaires, c'est vraiment des ticailles. Gang de ticailles, gang de légumes. Fait que là, la gang du commerce au détail, il dit on va embarquer dans la patente, là, mais là, c'est trop compliqué. Là, ça ne marche plus. Là, ça ne marche plus pas d'autre. Non, vous allez embarquer dans l'histoire. Ouais, mais il dit l'étiquette, nos étiquettes de base, ils ont une grandeur. Là, tu me demandes le double d'informations. Donc, quand tu regardes l'étiquette, c'est à peine lisible. Là. Dans le sens qu'il y a trop d'infos. Là. Il y a trop d'informations. Un petit vieux qui regarde ça, il ne comprend absolument rien. Ouais, que lui qui s'organise aussi. OK. non, lui, il s'organise. Il charge les patentes de tarifs de Made in, puis c'est gros comme rien, puis il trouvera ses affaires. lui, regarde, il s'organisera, lui. Regarde, non, eux autres, ils s'organisent. Il mènera une loupe s'il faut. Oui, il sort la loupe. Il est où? Ils n'ont pas marqué si c'était tarif de Trump. Ils n'ont pas marqué. C'est pas les tarifs de Trump, innocent, c'est les tarifs de Carney pour qui t'as voté. Colon. Thank you, man. Ça fait vite. Hey. Spirit Airlines. Comment ça va, Spirit? Ils sortent de la faillite, on le sait. Oui. Et ce petit boursicotage, j'aime ça. Et ils reviennent en bourse. Spirit Airlines va être coté en bourse le 29 avril. C'est quand même mardi. Donc, Spirit, parce que mercredi, c'est le party. Donc, mardi, Spirit revient en bourse. Ça peut être un beau petit comeback boursier, ça. En tout cas, sont en feu, les jaunes. Les jaunes. J'ai passé à Newark, à côté de Newark, sur la New Jersey Turnpike. Il y en a-tu des petits jaunes? Il y en a de la jaune. Il y a beaucoup de jaunes. Thank you, man, pour la bourse. Hey, question vite de même. Tu sais que cette semaine, il a fait un genre de conférence, M. Trump, avec des vétérans qui étaient éclopés et tout, là. Et le lendemain, il était avec toute la gang. Il était avec Rubio, il était avec Bessène, il était avec un paquet de monde. Puis il y avait le genre de boss de la Norvège avec lui. Et là, il a pris plein de questions encore. Il a pris genre 1h30 de questions la veille. Il y a 1 heure de questions. Biden, il faisait quoi de ses journées? Il allait à la plage au Connecticut. C'est un gars de plage, Biden. Non, lui, c'était au Delaware. Delaware. Ouais. Yes. Pourquoi j'ai dit ça à Connecticut? Lui, vraiment Delaware. Lui, c'est Wilmington. Oui, c'est ça. Il écoutait des séries télé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au badminton. Bon, quelqu'un qui dit Trump est encore au golf. Attends un peu, à Ciboire, le gars, il est tout le temps sur quelque chose. Il rencontre du monde à tous les jours. Il nous raconte des patentes. Il joue au hockey, pas de boule. Hein? Ah, c'est sûr que je joue au hockey. On sait que Biden, il ne parlait pas à la fille de la Maison-Blanche, en tout cas, là, la porte-parole. La porte-parole, non, la porte-parole. La Martiniquaise. Le genre de ouais, c'est ça. Le genre de petit clown. Elle a dit non. Je pense tu dis qu'elle n'y a jamais parlé. Elle dit qu'elle n'y a jamais parlé. C'est incroyable, c'est pareil. Tu sais, c'est pas genre. Tandis que l'autre, qui a la croix dans le cou avec la blonde, là, oui. Elle nous met des photos d'elle, elle est avec son boss, elle marche avec, elle est en train de jaser, elle est tout le temps avec. Là. Ouais, dans le sens que si je m'en vais te représenter, il faut que je sache qu'est-ce que tu veux que je dise. Ben oui. Mais Biden, c'est parce que c'était pas lui le président. Non. C'est Jill? Non, c'était Mike. C'est Big Mike. Arrêtez. C'est terrible. Elle fait des podcasts, hein? Mike? Elle fait des podcasts? Elle fait des podcasts. Cette semaine, elle fait des podcasts. Oh, j'ai pas été à l'inauguration de Trump parce que... Elle est enragée, elle. Ah oui, elle a un peu de Christine volée. Elle est enragée. Elle est enragée avec la vie. Elle est pas contente. Puis elle me fait peur. Il y a un bout de, je sais pas, je la trouve pas... Elle n'a pas l'air sympathique. Elle a l'air méchante. Thank you pour la boîte, Jerry. Yes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. On est parti. OK, je suis prêt. Donc, on est avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal, l'IEDM, qu'on aime tant. On leur parle pas assez souvent, d'ailleurs. Ils ont plusieurs bonnes affaires. J'ai lu cette semaine ou la semaine passée
Marc Lacroix m'a envoyé ce que vous avez sorti sur toute l'histoire de la santé privée, parce que c'est dangereux ce qui se passe. Donc, l'IADM est essentiel à nos débats publics et économiques au Québec. Si on n'a pas l'IADM, qui jaserait de ça? Et Gabriel est avec nous autres pour nous parler de ce qui vient de sortir jeudi après-midi. On est vendredi, donc hier, il y a 24 heures. L'IADM a sorti quelque chose d'assez percutant pour nous montrer que si la CAQ avait fait une gestion responsable, comme eux l'avaient prévu d'ailleurs, si on regarde le budget de la CAQ il y a 5 ans et leur prédiction de ce qu'allaient être les dépenses aujourd'hui, bien, eux autres même prévoyaient des dépenses de 30 milliards de moins. Donc, on a échappé la balle quelque part pour avoir la décote et tout ce qu'on a. Gab, t'es salué. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, ce que vous annoncez dans cette étude-là, c'est que si le gouvernement du Québec avait repris sa gestion normale après la COVID, on n'aurait pas ce déficit-là et on aurait à peu près le même budget ou à peu près le même équilibre qu'on avait avec les libéraux de Couillard à la fin. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est exactement ça. Quand j'ai fait l'analyse que tu parles, là, ce qu'on a regardé, c'est quels sont les déficits du gouvernement, la croissance des dépenses, et ce qu'on constate, c'est on essaie d'être gentil avec le gouvernement en plus, là. C'est-à-dire que on n'a pas remis en question l'augmentation des dépenses pendant la pandémie, ce qui aurait pu être fait par ailleurs, là, soyons clairs là-dessus. Mais il y a une augmentation rapide des dépenses pendant la pandémie. J'ai compté 2020-21, évidemment, jusqu'à 22-23. Encore une fois, on est gentil. On inclut la grosse période. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que avec la crise, il y a une augmentation des dépenses. Puis à la limite, je mets des guillemets, je comprends, mais il n'y a jamais eu cette coupure après. C'est-à-dire que le scénario normal de 2019 qui précédait la crise, on augmente, puis après ça, on rediminue pour revenir à notre scénario de référence. Or, le gouvernement, ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, moi, je vais augmenter mes dépenses, puis après la pandémie, ben, je changerai pas, je vais normaliser le scénario, puis je vais juste continuer à augmenter les dépenses. C'est un peu comme si tu changes tes pneus parce que tu as un changement de saison, ça te coûte 800$, puis le mois d'après, tu es comme, ben, moi, continuer à dépenser ces 800$-là. Non, c'était parce qu'il fallait que tu changes tes pneus. Oui, c'est exceptionnel. Oui. Exactement. Oui. Mais eux-mêmes, si on revoit les budgets d'il y a 5 ans, ils nous disaient qu'est-ce que ça allait coûter comme dépense pour le gouvernement. Donc, la différence entre aujourd'hui, la réalité qu'on a et comment ils sont mis à dépenser puis qu'ils ont continué à dépenser comme si on était en COVID, c'est où les grosses dépenses? C'est en santé? C'est où qu'ils ont échappé la balle comme ça? Ben, la santé, l'éducation, on le sait, mais les effectifs, Jeff, quand tu regardes ça, là, au début, François Legault, là, sous le gouvernement de la CAQ, est arrivé au pouvoir, il y avait à peu près 500 000 employés du secteur public. Regarde le budget du mois dernier, renseignements supplémentaires, puis c'est parce qu'on est rendu à 608 000. On a augmenté de 108, 109 000 le nombre d'effectifs. C'est complètement hors sol. Donc ça, c'est sûr qu'il y a un impact direct sur la rémunération qui a atteint 64 milliards dans le dernier budget. Je veux dire, quand tu regardes la composition des embauches des effectifs, tu prends les agents de bureau, plus 45 000 agents de bureau et techniciens, prends les infirmières puis les enseignantes, parce que c'est souvent ça qu'on entend dans l'espace public de la part du gouvernement. On a besoin de plus d'infirmières, plus d'enseignantes. On en a embauché, combiné 21 000. Fait que c'est moins que la moitié des agents de bureau qu'on embauche au gouvernement du Québec. Là, à un moment donné, parce que je pense qu'on pourrait se concentrer sur la question des services de première ligne puis pas des agents de bureau. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe pour le moment. Et ça, ces agents de bureau-là, c'est considéré comme des fonctionnaires en tant que tels? C'est carrément des fonctionnaires? En partie des fonctionnaires, mais je pense que là, c'est le temps, puis là, tu me parleras de la SACLIC puis du FLOP, mais il faut numériser ça, il faut s'assurer d'être plus efficace et donc de couper dans l'effectif parce que ça a pris une taille démesurée. Ça a contribué, là, on parle même pas de 2023-2024 quand les syndicats ont pris en otage le Québec, ça a poussé à la hausse la rémunération, qui a fait d'ailleurs partie de la décote. Là. Quand on regarde le rapport de S&P de la semaine dernière, on voit que c'est également un des éléments qui a poussé les dépenses à la hausse parce que on a accepté des hausses salariales trop élevées pour le secteur public. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une pression très élevée sur les dépenses et au final, c'est le gouvernement qui a accepté cet état de lieu en disant, d'accord, je fais une génuflexion devant les syndicats qui me demandent des demandes essentiellement déraisonnables. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation des dépenses. Tu parlais de sur 5 ans. Il y a 5 ans, le gouvernement pensait qu'on allait avoir 30 milliards de dépenses de moins. Il y a 1 an,
tu prends le budget de mars 2024 pour l'année 2025, là, par rapport au budget 2025 qui regarde rétrospectivement cette année-là, il y a une différence de 5 milliards. T'sais, le gouvernement n'est pas capable de projeter ses dépenses. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dangereux, là. C'est dangereux. Et ça, là, bon, ben, ce que tu penses, parce que là, Legault a parlé en retard, là, je veux dire, une décote, ça arrive une fois de temps en temps. C'est une honte, en passant, là. On a essayé de minimiser ça. On a essayé de dire, oh, ça n'a pas d'impact. Puis en plus, c'est des choses qu'on tenait à dépenser parce que, entre autres, là, on voulait remettre de l'argent dans les poches des citoyens. Là. C'est ce que Legault dit. Donc, ils nous ont reproché d'avoir coupé l'impôt des gens. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Donc, il a joué un peu cette manière-là. Moi, ça ne passe pas tout. 0-0-0-0. Mais lui, juste dire, je pense que François Legault, dans sa tête, il crée de l'emploi. Il crée de la richesse en engageant des fonctionnaires. Oui. Moi, je pense qu'il croit vraiment. Oh, oui, c'est sûr. Et, Gabriel, je te pose la question à savoir, est-ce que tu penses que quand les gens là, de Standard & Poor's ou les autres qui ont regardé ça, les autres agences, c'est le genre de patente qui regardent. Là. C'est-à-dire que tu nous présentes un budget sur 5 ans, on regarde tes chiffres d'il y a 5 ans, t'es 30 milliards over, donc en pourcentage, c'est affreux. Donc, t'es quoi, 15-20 de plus de dépenses que prévu. Et là, même sur 12 mois, tu as 5 milliards de plus. Donc, ce qu'on envoie comme message, c'est que la machine, elle est hors contrôle, que le gouvernement actuel est incapable de gérer quoi que ce soit, il n'est pas capable de couper ses dépenses, il donne des augmentations de salaire de fou dans ses négociations parce qu'il ne veut pas dealer avec les problèmes que ça peut amener, les grèves, etc., etc. Donc, eux autres, là, il y a plusieurs lumières qui s'allument. Donc, d'après moi, la décote est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de flags d'allumer là-bas qu'on pense. Puis, faut pas être surpris, Jeff, parce que j'invite les auditeurs à aller lire les articles de mars 2024 quand on a déposé le budget avec le déficit historique de 11 milliards, là, pas celui de 13,6 parce que c'est rendu qu'Éric Girard, le ministre des Finances, est capable de, vous voyez, année après année, battre son record antérieur. Mais lors de cet événement-là, du dépôt du budget 2024, c'était pas S&P, là, c'était Moody's, puis c'était DBRS, 2 autres agences de notation qui avaient allumé le voyant jaune en disant « Faites attention, là, ça qu'on commence à dérailler en matière de finances publiques du Québec. » Le gouvernement et son ministre Girard l'ont confirmé cette année avec le déficit historique de 13,6 milliards. Quand j'entends François Legault, quand j'entends le ministre Éric Girard dans l'espace public minimiser cette décote-là, venir justifier que c'est normal d'avoir les déficits historiques, on normalise des déficits historiques. Il y a quelques années, là, la normale, c'était des surplus budgétaires. Oui. Le grand écart qu'on a fait en matière de gestion des finances publiques, il est hallucinant. Puis, comme tu dis, la décote, là, les agences de notation regardent le portrait. Ils regardent le retour à l'équilibre budgétaire planifié par Éric Girard. Moi, je pense qu'il ne croit pas. Moi, je pense qu'il ne croit même pas. Je suis même pas sûr que l'équipe y croit au gouvernement. Je veux dire, il manque de crédibilité. Moi, je sais pas toi, Jeff, mais quand tu t'en vas dans l'espace public pour expliquer que tu es crédible, il y a un problème. Normalement, tu es crédible parce que tu démontres que tu es crédible. Et là, en 2029-2030, le ministre nous indique qu'il va y avoir un retour à l'équilibre budgétaire. En réalité, en regardant le budget, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un 2,5 milliards de dollars. On le sait pas. Est-ce qu'il y a une danse de la pluie qui est prévue pour avoir 2,5 milliards de dollars de plus en revenus? Je le sais pas. Et ça, tu calcules ça et tu ajoutes le 752 millions de revenus qui est projeté avec la hausse du gain en capital. Oui, qui ne sera pas là. Ben exactement. Le Parti libéral du Canada comme le Parti conservateur du Canada ont été catégoriques. On va pas de l'avant avec cette hausse du taux d'inclusion-là. Fait qu'en réalité, il y a 3,3 milliards de déficit qu'il faut éponger. Le ministre Girard en a aucune idée. Il n'y en a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Fait que les agences de notation qui regardent ça, ils se disent pas « Ah, c'est un bon plan à l'équilibre budgétaire ». Ils doivent se dire pas mal plus comment vous faites là, pour résorber ce déficit-là. Pas de réponse du ministre Girard. Puis, Gabriel, cette décote-là, es-tu chiffrée? Tu sais, dans le sens, comment ça peut coûter, ça, une décote comme ça? Ben, c'est une bonne question. Récemment, parce que vous savez, François Legault expliquait qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'émission de dette au Québec. Certains analystes de Bloomberg expliquaient que c'est déjà price-in, c'est-à-dire que le marché avait déjà réagi en amont lors du dépôt du plan budgétaire. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite de ça, c'est une décote. Il y a plusieurs agences de notation et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va dire ailleurs. Qu'est-ce qu'on va dire chez Moody's? On avait averti l'année dernière. Est-ce qu'on va agir cette fois-là? C'est sûr qu'ils vont arriver avec la leur. Moi, je pense qu'ils vont arriver avec la leur.
qu'est-ce qui va arriver avec des BRS de Morningstar? Ils ont également fait comme Moody's. Ils ont allumé le voyant jaune en disant, faites attention au gouvernement du Québec. Ça dérape en matière de finances publiques. Malheureusement, le gouvernement et le ministre sont beaucoup plus intéressés à venir justifier, à dépenser de l'énergie pour justifier leur mauvaise prise de décision en matière de finances publiques, plutôt que de dire, écoutez, là, moi, je retourne à table à dessin, ma révision des dépenses qui étaient seulement des crédits d'impôt, là, pour 3 milliards sur 5 ans, c'est insuffisant. Il faut voir les subventions aux entreprises, il faut voir les programmes rouler vert et camions verts, autobus verts, il faut voir les effectifs. Bref, ça prend une réelle révision des dépenses. Le gouvernement n'est pas prêt à le faire parce que ça peut être impopulaire, mais à un moment donné, il faut choisir la population puis pas les élections en politique. PSPP dit que, puis certains l'ont dit aussi, là, ça pourrait coûter une genre de centaines de millions de dollars parce que la décote, le budget n'est pas encore, je veux dire, c'est pas encore un pays, on n'est pas dans un pays de tout croche, là, je veux dire, c'est quand même AA quelque chose, là, mais c'est que le coût d'emprunt de certains emprunts qui vont être renouvelés, donc de financer puis aussi les nouveaux, on a des nouveaux déficits de prévus, là, je veux dire, il y a de l'argent qu'il faut aller chercher quelque part. Donc, ça veut dire que le pourcentage de retour sur l'intérêt va augmenter à cause de cette décote-là. Il y a un chiffre qu'on entend, c'est une genre de centaine de millions de plus sur le paiement de la dette. Est-ce que c'est à vos yeux, à vous autres, est-ce que pour l'Institut économique de Montréal, c'est un chiffre qui est exagéré par les partis d'opposition ou ça pourrait être même plus que ça, dépendamment de comment les autres vont réagir? C'est un montant qui est crédible, ça, aux alentours de 100 millions de plus juste pour le remboursement de la dette, mettons dans 1 an, 2 ans, avec les renouvellements d'argent qu'on a déjà emprunté puis tous les nouveaux déficits qu'on va faire? Déjà, à la base, je fais toujours attention pour jouer avec la boule de cristal, là, mais écoutez, on est à 9,7 milliards de dollars en ce moment de paiement d'intérêt sur la dette. Oui. On est supposé augmenter à 12,2, 12,3. Fait que c'est une augmentation de 2,5 milliards de dollars d'ici, donc 2025-2026, à 2029-2030. OK? Ça va augmenter rapidement. Maintenant, juste cette année, on augmente de 20 milliards de dette nette au Québec. Fait que l'année prochaine, ça va encore augmenter de beaucoup. Je ne serais pas surpris que ça augmente de 10, centaines de millions de dollars. Surtout si on a d'autres décotes d'agences de notation où, on vient d'en parler, mais DBRS, Morningstar, peut arriver, passer de la décote, en fait, comme Moody et autres. Donc, si ça se matérialise, on va le voir, là, ça va se répercuter sur les paiements d'intérêt. Tu sais, c'est tout simple, mais c'est comme si tu t'en vas t'acheter un char avec un score de crédit de 600 ou de 550. Deuxième chance au crédit qu'ils disent, là, les annonces, deuxième chance au crédit. Oui, mais attends un peu, mais que tu vois ton terme de taux, ça va être très cher. C'est ça, là. C'est exactement ça. Jeff Fillion. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Mais là, concrètement, le gars, il sort, on parle du premier ministre. Comme tu as expliqué, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a pas l'air à vouloir voir les conséquences graves de ça. Je comme minimiser un peu. Mais lui-même est en train de nous dire, bon, ben là, on va faire des plans. Ça va coûter 40 millions pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais là, ça va être plus compliqué parce que si on le fait, ils vont nous décoter. Là, on voit, je pense qu'il y avait une dizaine d'écoles de prévues dans plusieurs quartiers de Montréal, des nouvelles écoles, surtout dans les quartiers où les immigrants arrivent, puis que là, il y a un genre de développement domiciliaire dans le coin où ce que ça se développe beaucoup, là, Blue Bonnets, puis tous ces coins-là. Là, donc, plus de monde, manque de place dans les écoles, les immigrants font plus d'enfants que les Québécois, etc. Donc, problème d'école. Là, ils viennent de se dire, les 10 écoles, on n'a pas d'argent pour les faire. Hein? OK. Ça, c'est des vraies affaires. Mais il y a quand même un budget avec 160 milliards de dépenses où cet argent-là va. Elle va seulement à payer des employés qui sont finalement peut-être pas nécessaires dans plusieurs secteurs. Mais là, ça n'a plus de sens. Je veux dire, si on n'est pas capable de se payer des routes propres, des hôpitaux pas de fourmis et des écoles pour les jeunes, au primaire dans les quartiers qui se développent, je veux dire, mais qu'est-ce que ça nous donne de payer autant de taxes et d'impôts si finalement on n'est pas capable, à part de payer des employés, c'est pas trop quoi faire ce qu'ils font. Je veux dire, ça donne quoi le modèle québécois? Je me questionne beaucoup, là, parce que ça peut pas être... C'est 160 milliards de dollars, c'est énorme!
C'est énorme. Sous le gouvernement Legault, là, les dépenses ont augmenté de 53-56 %. Les dépenses en santé de plus de 50 %. On est passé de 40 milliards à 60 milliards. Mais quand tu regardes les chiffres concrètement, le temps d'attente médian a augmenté de 40 minutes. Il faut attendre plus que 5 heures et 10 environ quand tu t'en vas aux attentes en moyenne, le temps médian. Donc, c'est très, très, très élevé. On n'a pas les services pour lesquels on paye. Puis c'est pour ça que c'est important que le ministre Girard retourne à la table à dessin et dise très concrètement, on doit devancer l'équilibre budgétaire. On ne peut pas attendre puis repousser ça au calendrier grec parce qu'on est pas mal sûr que le prochain budget, on va nous dire que c'est encore dans 5 ans. Mais si c'est encore dans 5 ans, ça va être en 2030, 2031. Bref, on comprend que c'est toujours ça la roue, là, de s'engager puis de dire, là, on retourne à l'équilibre budgétaire. S'il faut que je coupe 20 000 personnes dans le secteur public, ce sera ça. Si je dois couper tous mes subventions aux entreprises, ce que j'espère qu'il va arriver par ailleurs, ce sera moi, je ça. déchirerais convention collective signée. Moi, carrément, là, moi, je pense qu'on n'a pas le moyen. Les conventions collectives qu'on a données, je pense qu'on n'a pas le moyen de donner ça. On a échappé. Ils ont échappé en se donnant ces augmentations-là. Donc, ils se sont mal positionnés pour négocier avec les employés du secteur public. Ils ont acheté la paix. Mais là, carrément, moi, je pense qu'on est dû avec un... Écoute, René Lévesque l'a fait. Là. Moi, mes parents ont vécu ça jeune. Quand j'étais jeune, je me rappelle comme c'était hier. Là. Quand mon père nous a annoncé comme professeur, ma mère était professeure, René Lévesque, pour qui on votait, qui voyait, puis s'est fait dire par Moody's, puis c'était une patente de 700 millions de dollars en passant, là. C'était pas énorme, mais ça l'a quand même coûté 20 de diminution de salaire aux employés de l'État. Moi, je pense qu'on est là. Mais ils veulent pas aller là, parce qu'ils ont peur, ils sont toujours en fonction de penser qu'ils peuvent être réélus, ils ont peur de ce qui est arrivé avec la gang à Couillard, avec les libéraux. Les libéraux, il y a 2 affaires là, qui les ont coulées. Oui, le 75$ là, pour l'épicerie, mais c'est surtout l'étiquette de l'austérité, alors que dans le fond, les libéraux, on va leur donner, là, les chars, on va les donner, là, ils ont livré la marchandise, ils ont revu, ils n'ont même pas fait un doge, là, ils ont juste fait ce qu'il fallait faire et ils ont livré en partant 7 milliards de surplus. Mais ils se sont fait coller mais les médias ont un gros rôle en passant, et je pense que la CAQ a peur des médias, a peur du terme austérité, qu'ils vont leur coller puis qu'ils vont leur couper l'herbe sur le pied, que si jamais ils pensent être réélus, ça va être fini là. Donc, c'est par manque de courage. Est-ce que je me trompe, Gabriel? C'est un manque de courage et d'ambition politique très clair, là. Je pense que la ritournelle de l'austérité, on peut mettre ça de côté, là. C'est rendu qu'il y a du monde en ce moment avec un déficit historique de 13,6 milliards de dollars, avec une explosion des dépenses depuis l'arrivée du gouvernement Legault qui parle d'austérité. Je veux dire, c'est un mot-là, il veut rien dire dans l'espace public québécois. C'est juste utilisé contre n'importe quelle forme de rigueur budgétaire au sein du gouvernement. Et là, on n'a pas la place, on n'a pas la capacité fiscale de se permettre les largesses qu'on se permet aujourd'hui. C'est simplement insensé. Il faut plus juste réduire le rythme de dépenses. Ça nous prend un ministre des Finances qui nous dit, je coupe 7, 8, 9, 10 milliards de dépenses. Là, on est rendu là aujourd'hui. Il faut couper en matière de dépenses. Malheureusement, on est toujours en train de nous dire, on fait attention, on a peur de se faire dire qu'on met pas assez d'argent, on en met trop. On a fait un sondage Ipsos la semaine dernière, puis on demandait aux Québécois essentiellement, croyez-vous que la réponse en santé, c'est plus d'argent? La majorité nous disait que c'était pas la réponse. Les Québécois le savent que c'est pas en tout le temps en pelletant plus d'argent dans les ministères qu'on va régler le problème. Donc, à partir de ce moment-là, j'espère que le ministre comprendra. Malheureusement, dans les dernières journées, encore une fois, on va dans les médias, puis on se ferme les yeux, puis on dit non, on a fait la job, tout est beau. Je veux dire, c'est un son de cloche, une décote. C'est une claque en plein visage et c'est une tâche sur le dossier de la CAQ. Parce qu'encore une fois, et je reviens au départ, mais à l'étude que j'ai publiée hier, mais si on avait décidé de pas rentrer dans le piège de simplement augmenter les dépenses, et puis après la pandémie, de dire, écoute, là je la coupe, là, les dépenses, là, puis je calme et je lisse mon taux de croissance annuel de dépenses, on aurait été en surplus budgétaire alors on se parle. Ça aurait pu être près d'1 milliard. Écoutez, on aurait été dans les eaux de Philippe Couillard. Imagine, c'est un scénario alternatif, là, mais c'est tellement loin de la réalité parce qu'on a manqué d'ambition politique, on a fermé les yeux, on nous a vendu un gouvernement comptable, puis ce qu'on a, c'est un gouvernement là, qui a de la difficulté à additionner, à soustraire, là. Puis, je te dirais que c'est aussi des gens qui font... Tu sais, ministre Dubé, on me l'a vendu comme étant un gars, un redresseur d'entreprise, un gars qui a été à la caisse de dépôt, je pense, ou je ne sais pas trop. Là, quelqu'un de hautement qualifié.
Mais là, il est rendu qu'il a l'air d'un vendeur d'auto. Tu sais, un vendeur d'auto usagé, que c'était toujours un curé qui avait le char. Ça marche pas, à un moment donné. Là. Je veux dire, si vraiment tu as redressé des entreprises, c'est pas vrai que tu as redressé. Si tu as redressé des entreprises de cette manière-là, c'est sûr qu'elles sont toutes en faillite. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu viennes à l'évidence que ton modèle de santé, il fonctionne pas, OK? Rentre les Cleveland Clinics pour donner les soins, rentre les Quest Diagnostics de ce monde, rentre tous ces joueurs-là, donne-leur les mandats d'appliquer. On va assurer le monde, mais nous autres, on s'occupe plus de donner la santé, parce que là, c'est une spirale, ça, là puis c'est de plus en plus gênant. Quand on est rendu à voir des fourmis dans un hôpital, c'est vraiment gênant. Mais je reviens sur une chose, Gabriel, puis je sais que vous êtes victime de ça aussi avec l'organisation que vous avez depuis toujours. Là, l'Institut économique de Montréal devrait avoir beaucoup plus de place dans les médias traditionnels. Ils ont peur de vous autres. Vous êtes vus comme les gens conservateurs de droite avec une vision économique qui leur fait peur. Mais ils ont une responsabilité, ces médias-là. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils prennent cette responsabilité-là. Quand on parle de partir en fou, puis faire semblant qu'il y a des coupures, puis qu'il y a une austérité, puis comme tu viens de le dire, qu'il y a des explosions de budget incroyables. Parce qu'on le voit dans la dernière élection. Là. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de pouvoir envers les gens de 60 ans et plus qui écoutent la TV énormément. Ultimement, à un moment donné, il va falloir que ces médias-là prennent leurs responsabilités et disent la vérité. Il faut qu'on vous entende plus. Il faut qu'ils donnent ce genre d'informations-là. Il faut qu'ils fassent des panels sur ce genre de choses-là pour montrer que ça n'a pas de bon sens. Mais malheureusement, on arriverait avec ça, avec un panel, mettons, à LCN. Voici ce que l'IEDM vient de dire. Oh, vous savez, hein, les chiffres comme ça, c'est à prendre avec un grain de sel. On a des besoins, on a si... Mais ils ont une responsabilité, ces gens-là. Là. Écoutez, c'est sûr qu'on aimerait ça être plus dans les médias. Je veux dire, moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un me dise « t'as tort à cause de ABC ». Puis on va discuter à la télé, à la radio, comme vous voulez. Ça va me faire plaisir. Faisons des débats. Parlons concrètement des chiffres et des politiques publiques nécessaires pour les changer. Effectivement, on n'est peut-être pas aussi invité qu'on devrait l'être, notamment dans la situation actuelle. Je dis pas si c'est un contexte où on a 4 milliards de surplus par année, tout va bien, pas de subventions aux entreprises, la mobilité sociale au Québec est incroyable. Écoute... OK, peut-être que je comprends, là, la vie économique et les politiques économiques sont parfaites au Québec. On s'entend, là. On est loin de là. Le Québécois moyen, il est pressé comme un citron puis il n'y a plus de jus dedans. On n'a pas les services qu'on a de besoin. On a des déficits records. On a une décote. Je pense que c'est important, là, d'être dans l'espace public pour s'assurer que ce soit audible. Maintenant, pour ce qui est des médias, c'est difficile à dire, là, mais effectivement, j'aimerais ça qu'il y ait une grande pluralité de vues. Je passe quand même assez souvent à Québec, donc c'est un réel plaisir de pouvoir faire... Et je veux pas, Gabriel, je veux pas qu'il enlève les multitudes de visites de quelqu'un, soit d'un retraité en président des syndicats, ou encore de Magali Picard qui va faire, ou encore la madame de la CSN là, qui est là régulièrement sur les panels. Je veux pas qu'ils enlèvent. Mais à l'opposé de ça, il faudrait qu'on ait des gens comme vous plus souvent pour que les gens soient bien informés. Regarde, tout à l'heure, je parle avec quelqu'un. Ouais, Trump, là, dans le milieu de la construction, les papiers sur les toits vont coûter 4 piastres de plus le paquet à cause de Trump. Finalement, quand tu regardes comme il faut, c'est pas Trump, c'est le contre-tarif de nous-mêmes. Donc, et ça, pourquoi quelqu'un dit ça? C'est parce que les médias ne lui disent pas, ils ne l'expliquent pas. Donc, ils ont un rôle. Je ne veux pas enlever la place de Madame de la CSN qui est là, ou Madame Picard. Qu'elle soit là, j'ai pas de problème. Monsieur Letourneau. Mais on aimerait ça entendre plus de gens comme vous autres. Il me semble que les gens méritent d'avoir cette info-là. C'est ça mon point. Mais on dirait qu'ils ont comme peur. Bravo au moins à Patrick Masbourian. Je sais que tu es allé cette semaine à Radio-Canada. Au moins, ils l'ont fait. T'sais. Au moins, ils vous ont invité puis vous avez pu présenter l'étude en question. Donc, il y a certains qui le font, mais il faudrait que ce soit plus et plus et plus encore. Hein?
Il faut que ça soit généralisé. C'est parce qu'à un moment donné, on peut pas juste avoir un côté de la médaille. Là. Ça prend deux côtés de la médaille. Puis nous, ça va nous faire plaisir. Hein. Vous nous appelez, vous pouvez aller sur liadm.org, vous m'écrivez par courriel, je vais dire oui pas mal à toutes. Là. Même à toutes. Là. Je m'engage ici à dire oui à tout le monde dans l'espace public parce que c'est quelque chose d'important. Puis on veut s'assurer également de faire œuvre de pédagogie économique. Ça fait partie, effectivement, de changer les politiques publiques au Québec pour s'assurer d'avoir une vision plus prospère. C'est notre mission de s'assurer qu'on soit prospère en tant que Québécois et Québécoises. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire en la matière, mais c'est également une question de pédagogie économique. L'exemple que tu donnes, il est très, très important, celui des tarifs douaniers. À un moment donné, il y a une énorme différence entre les tarifs de Donald Trump qui sont payés par les entreprises américaines puis les contre-tarifs à Ottawa qui sont payés par nos entreprises. Je fais vraiment juste une petite virgule, mais quand je regarde le cadre financier des libéraux, puis je constate qu'on augmente de 20 milliards les revenus à cause des tarifs douaniers, c'est nos entreprises à nous autres qui payent les 20 milliards. Fait que c'est très problématique. Refiler à nous et ultimement refiler à nous, le client, là. Exactement. Donc, ça va être les Canadiens et les Canadiennes qui vont envoyer ça par taxe de consommation indirecte au gouvernement fédéral. Fait que juste ça, de comprendre cet élément-là, c'est important dans l'espace public. Puis les débats, on aimerait ça en avoir davantage. C'est un petit peu une petite saveur à la française, là, où on a des débats, on a des joutes intellectuelles sur la vision des politiques publiques et où le Québec devrait aller. Il y en a une hier au micro de M. Martineau, là, contre le chef des syndicats, là, que j'ai fait, là, mais en tout cas, des fonctions publiques du Québec, fort intéressant. Mais ça en prend plus dans l'espace public. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Regarde, nous autres, on mea culpa. Régulièrement, je pense qu'on devrait faire. À chaque fois qu'on parle avec un de votre gang, vous êtes toujours bon en plus, vous êtes toujours intéressant, vous avez toujours de l'énergie, vous avez toujours c'est clair, tout le monde peut comprendre. Donc, regarde, il faut. Souvent, c'est difficile parce que les gens maintenant, quand ils ont un sujet, mettons comme il arrive là, le sujet de l'élection / Trump, les tarifs. Tu essaies d'arriver à autre chose, une étude qui est importante. Tu dis, hey, il faut parler de ça. Ils n'entendent même pas, ils sont jamais sur le sujet du mois ou le sujet de la semaine. Et ça aussi, il faut avoir plus de débats sur différents sujets parce que c'est très large, là, les finances publiques. Notre imposition, notre fiscalité, les besoins qu'on a, parce que notre gouvernement est omniprésent partout. Donc, ce genre de débat-là, on peut en avoir sur une tonne de sujets dans une semaine, mais malheureusement, des fois, on dirait qu'on n'est pas capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Mais je me promets une chose, on va se parler plus souvent, on va vous surveiller plus souvent parce qu'on a toujours du plaisir à vous parler. Et en plus, on a toujours eu un atome crochu avec l'Institut économique de Montréal. Donc, Gabriel Giguère, on va se dire un beau bonjour, puis surtout qu'on va se reprendre. Mais bravo pour la job. Très belle job. Très belle job. Bravo à l'IADM, donc, d'avoir sorti ça. Ça prouve que la gestion, s'il y avait eu un peu de courage, on ne serait pas dans l'état qu'on est en ce moment, puis on serait peut-être encore en surplus. En surplus. C'est incroyable d'entendre ça. Bon week-end, mon ami Gabriel, puis bravo encore. Oh, merci, Jeff. Bravo encore, puis on se dit à la prochaine. Merci. Donc, IADM, Gabriel Giguère est avec nous autres sur Radio Pirate. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com